Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus, et moi non plus. Alors, tu nous rejoins ? Bon, t'es qui toi ? Moi je suis Tom. Et moi c'est Charlène. Parfait, on est bien pour commencer cette nouvelle émission, donc David Person. J'espère que vous avez bien kiffé l'émission précédente dans le beau salon intérieur du Riverside. J'essaierai de changer de décor de temps en temps, dans des lieux sympas de Montréal. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission David Person, Person nous a demandé notre avis sur les albums dits classiques, l'avenir de la société de plus en plus ressemblant à Cyberpunk Black Mirror, et la nécessité ou non de planifier ses voyages à l'avance, mais on va le donner quand même. Parfait, donc là maintenant on peut commencer tranquillement sur le premier sujet. Les albums dits classiques, une valeur trop universelle et peu personnelle. Comment est-ce que déjà on peut partir de ça ? Vous définiriez un album classique, mais en général, pas uniquement pour vous. Quelque chose qui te relie à un sentiment, à un souvenir en particulier, que ce soit dans ta vie ou voilà, qui touche à une interaction avec quelqu'un, avec un moment, un lieu, une date, quelque chose, ce que je considère être un classique. On part sur le truc un peu plus, mainstream, la définition un peu plus mainstream, c'est encore selon moi, ce que j'en ai compris, c'est vraiment des albums qui ont marqué des époques. Des groupes qui ont marqué des époques par des faits, des albums avec un nombre de ventes en particulier, voilà, des anecdotes qui sont liées avec les albums, les concerts et autres. C'est ce que j'en dirais pour le moment en tout cas de ça. Ouais, je pense effectivement, si on parle de manière générale, les grands classiques, je pense moi à mes parents où c'est ça a été des grands classiques, ça a été les Beatles. Après, avec mon grand frère, ça a été plutôt Michael Jackson, et qui reste, c'est intemporel. Ouais. Et effectivement, je trouve qu'il y a une définition, donc tu as la définition de manière classique, les gens en règle générale, et tu as aussi cet aspect où pour toi, c'est quoi tes grands classiques. Donc je pense qu'en fait, il y a deux catégories, et c'est ça, je suis assez d'accord. Ça te marque par rapport à la découverte d'un album, à un moment précis, où moi, c'est des albums que j'écoute pas tout le temps. Mais c'est des choses où je vais me dire « Ah ouais, celui-là, j'ai envie de le réécouter » et je le réécoute en entier. Comme définition, à peu près, mais pour plusieurs critères, pour un album classique, mais dans la société, je dirais que c'est un album qui a eu soit un succès critique pour les gens, soit par la presse. Donc après, ça peut être l'un ou l'autre, l'un et l'autre, mais généralement, c'est au moins l'un ou l'autre. Forcément, c'est qu'il est bien. Pas obligatoirement un succès commercial non plus. Il y a des albums qui ont pu flop le moment de leur sortie, mais qui sont vus appréciés avec le temps. Un projet cohérent et qui a bien vieilli, forcément aussi, qui soit pas juste un marqueur de son époque, comme on l'a dit. Ça peut être le moment où il sort, il n'est pas très apprécié, mais en fait, on va l'apprécier après. Généralement, qu'il n'y ait pas de morceaux que l'on skip de manière assez flagrante, que vraiment tout l'album dans sa construction soit utile et agréable, même s'il peut y avoir des sons qui ressortent. Et qui a apporté quelque chose pour son genre, ou alors qu'il soit charnière pour l'artiste. Donc ça peut être l'un ou l'autre, mais ça peut être les deux en même temps. Et que aussi, généralement, le dernier, c'est pas vraiment un critère, mais je dirais que il est vraiment possible de juger un album en tant que classique, mais pour la société, au moins 5 ans après sa sortie. Avant 5 ans, je pense que c'est trop tôt, que ce soit par rapport à son genre, à son artiste, et ce qui fait que tu peux manquer un peu de recul aussi par rapport à ça, même si c'est son dernier par exemple, mais au moins 5 ans, je pense que c'est une bonne échelle de temps, une demi-décennie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aussi ? Moi, c'est vrai que 5 ans, je trouve ça assez court. Oui, c'est sûr que pour moi, un de mes grands classiques, ça peut être au bout de 2 ans. Mais un classique de manière générale, je vois ça un peu plus tardivement. Je dirais un 10 ans, je sais pas, pour se dire on a des comparatifs, on voit ce que l'artiste a sorti d'autre ou pas. Je pense que 5 ans, ça fait un peu court, moi, je trouve. Là, on est en 2024, fin 2024, mais quelque chose comme, du coup, on va dire toute l'année 2019. Est-ce que ça ferait, comme là, ça fait 5 ans, est-ce qu'il y a des albums en 2019 ? J'imagine il y en a que tu as apprécié, mais où ça ferait trop tôt pour... Ouais, moi, je le qualifierais peut-être pas encore comme classique. Après, le truc, c'est qu'on est biaisé par le Covid, là. Je sais pas si moi, je sais que le temps entre avec le Covid et le confinement, moi, c'est... Parce que, justement, t'as trouvé que ces 3 ans de Covid, c'est passé 3 ans en 6, ou alors 3 ans en beaucoup plus lentement. Tu vois, tu me dis 2019, je sais même plus ce qui est sorti. J'ai tout oublié, genre, tu vois. Pour moi, c'était vraiment il y a très longtemps, tu vois. Vraiment, surtout en plus avec l'essor de plein de nouveaux styles, de plein de nouveaux artistes en ce moment, que ce soit digitaux ou pas. Trop de propositions pour me souvenir de tout, tu vois, c'est pas possible, franchement. Même, tu vois, grand classique, c'est ça. Surtout que maintenant, il y a tellement de trucs qui peuvent sortir tout le temps, etc. Donc, pour dire que ça, c'est un grand classique au bout de 5 ans,
Tu sais, il y a tellement de choses qui sortent. Trop de propositions. Ouais, c'est ça. Alors, je pense qu'avant, c'était pas pareil, puisque déjà, t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas les plateformes YouTube, etc., ou Spotify. Et je pense que c'était pas pareil. C'était vraiment, il y avait une sortie, etc. Enfin, c'est ça, à l'époque, les Beatles ou autres, c'était vraiment pas pareil. Puis, effectivement, on était toujours, je vais pas dire un même style, mais il y avait vraiment des styles très définis. Ouais. Alors que maintenant, tu peux même avoir des mélanges, en fait. En 2019, de tête, je sais qu'il y avait le Deux frères de PNL qui était sorti. Il y avait l'album de Billie Eilish aussi, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, celui où il y a Bad Guy par exemple. Pas du tout connaisseur de Billie Eilish, donc je sais pas du tout si elle en avait fait un avant ou pas, mais je sais qu'en tout cas ce morceau était vraiment connu pour elle. Il y avait un Post Malone quand même. Il y en avait un de Tyler, the Creator. C'est Igor, non? Ouais. Ok. Il y avait l'album de DJ Snake aussi, Carte Blanche. Il y en avait un de Bon Iver, le dernier de Nekfeu aussi, qui était sorti, Les Étoiles Vagabondes, c'était en 2019 aussi. Peut-être pas le meilleur artiste dont il faut parler en ce moment. Ouais. Pas Au niveau année, monde, Ouais. là, je trouve pas tant de... C'est pas un grand Ouais. cru. Il y en avait un Thank You Next, Ariana Grande par exemple. Il y en a un Taylor Swift peut-être, Lover, mais bon avec elle on sait jamais si c'est une Oui, c'est réédition ou pas. Bon, en tout cas Lover apparemment qui est sorti en 2019. Juice WRLD aussi, qui était mort mais qui est sorti en 2019. Il y a un Harry Styles aussi. Fine Lines, je crois que c'est celui où il y avait la musique Watermelon Sugar dessus. Okay, bon, il y en a quelques-uns, mais au global, de tête, j'irais peut-être, à part le PNL, je sais pas trop s'il y en a d'autres qu'on pourrait vraiment, comme tu dis, classer comme classique. Donc 2019, ça peut être encore un peu tôt à ce moment-là. Ouais. Ou du moins pour la société. Oui, voilà, c'est ça, pour la société. Peut-être que Exactement. pour certains genres, ça peut être quand même... il peut y avoir des albums importants. Je Ouais. pense que le DJ Snake était quand même important. Parce que pour un album de DJ, c'est vrai que c'est quand même l'un des rares à faire un album vraiment construit. Donc finalement, t'as peut-être pas si tort. Non, mais je pense que la vérité se trouve entre 5 et 10 ans. Je pense que parce 10, pour certains genres, ça peut faire très long. Ouais. Mais pour des genres moins productifs, 5 ans, ça peut faire trop court aussi. Ouais. Parfait, puis justement, j'avais noté des albums unanimement considérés comme classiques dans la société. Puis dites-moi si justement c'est des choses, des valeurs universelles dans lesquelles vous vous reconnaissez aussi, ou si vous trouvez que c'est un peu trop aseptisé, puis qu'en vrai, il n'y a pas une personne sur Terre qui aime tous ces albums, ou alors on peut avoir un peu de regard critique là-dessus, mais il peut y avoir le Hotel California des Eagles, le Illmatic de Nas, Back in Black d'ACDC, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Thriller de Michael Jackson, Or Noir de Caris, Discovery des Daft Punk, etc. etc. Ben moi, par exemple, dans ta liste, là, il y en a un, c'est un de mes grands classiques. Je pense que c'est parce que ça me touche moi, plutôt que parce que c'est un grand classique pour, je pense, beaucoup de gens. C'est Discovery des Daft Punk. Mais en fait, moi, j'ai redécouvert cet album-là en regardant Interstellar. Ça m'a particulièrement marqué parce qu'il y avait une association avec un film d'animation qui est finalement tous leurs clips qui sont associés. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et je pense pas que c'est la même chose pour d'autres gens. Et je pense que des gens qui n'écoutent pas d'électro, en fait, se disent « Ah oui, les Daft Punk, ok, mais ça va pas les marquer ». Par contre, je pense que les Eagles, c'est un des tops de mes parents, par exemple, ou tu vois, mais ça va pas être le mien. Mais je comprends que ce soit un grand classique. Effectivement, il y a des grands classiques pour tout le monde, mais il y en a pas tant que ça, en fait. Il y en a beaucoup plus que ce que j'ai cité. J'ai Oui, pas cité oui, Beatles, j'ai Ouais, pas cité The Rolling effectivement. Stones, j'ai pas cité le Red Hot Chili Pepper aussi, j'ai pas cité le Linkin Park, enfin... Moi, dans le truc que tu as cité, pareil, il y en a 3 qui me viennent en tête. Back in Black, parce que lié aussi au film Iron Man. Donc moi, j'avoue que du coup, petit affect avec ça aussi. C'est sûrement un des premiers souvenirs musicaux de ma vie. Puis j'étais le seul aussi à en écouter à l'époque, genre quand j'avais 10 ans, j'écoutais Back in Black, et tous mes potes disaient « Mais tu fais quoi en fait ?» 8h du matin, j'écoutais Back in Black, tu vois. Pareil, Discovery aussi, pareil, pour le côté animation, incroyable, vraiment, j'étais là, mais en fait je regardais un dessin animé en même temps, enfin c'était trop bien, et j'ai vachement kiffé, et, Michael Jackson aussi, pour tout ce qu'il représente, et l'aspect visionnaire dans ses clips aussi, je trouvais ça fou, vraiment, ça racontait une histoire de ouf. Pareil, j'ai l'impression de regarder un film aussi en même temps, donc quand j'étais petit, ça me captivait, alors vraiment, je regardais ça en boucle et tout, c'était trop bien. Vous n'avez pas non plus écouté tous les albums considérés comme classiques. Non. Donc le fait qu'un album soit considéré comme classique par la société, ça donne pas non plus comme un cahier des charges de tous les albums à écouter pour être considéré comme un bon auditeur.
Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment, je pense, 2 catégories. T'as les grands classiques déterminés par, entre guillemets, la société. C'est effectivement les récompenses, le nombre d'auditeurs, l'achat de CD à l'époque, le nombre de ventes. Effectivement, ça veut pas dire que pour toi, ça va être un grand classique. Et aussi que les gens en pensent, il y a des moments où c'est ah oui, effectivement, ça c'est un grand classique, mais personnellement, je l'ai pas écouté ou je l'ai pas apprécié. Et c'est pas pour autant que je suis une mauvaise personne, tu vois. Non, mais il y a des gens où en fait c'est ah, tu connais pas ces grands classiques-là, mais genre t'es nul, tu vois. Enfin, genre tu ne connais pas ça. Mais non, mais je connais peut-être d'autres choses que toi-même tu ne connais pas, tu vois, et qui sont mes grands classiques. Je pense qu'il y a ça aussi. Je pense vraiment que c'est ça. Il y a 2 catégories. Surtout que ces grands classiques, ça peut être des albums qui ont fait découvrir leur artiste, mais en général, c'est surtout des gros albums populaires, tu vois. C'est pas un petit artiste dans une petite ville qui est généralement dans ces tops-là, tu vois. Il y en a pour qui c'est vraiment important, puis ça a propulsé leur artiste, mais c'est pas la majorité, tu vois. AC/DC, Michael Jackson, on en parlait. Mais je trouve que le plus important au-delà de ça, c'est surtout de savoir pourquoi il est classique pour toi. C'est vrai que les gens ont du mal à prendre de la distance avec les opinions de manière générale aussi. Je sais que là, dernièrement, il y a eu Beyoncé qui a fait plusieurs albums, là... Et c'était genre, faut absolument écouter, c'est vraiment un gros banger, etc. C'est exceptionnel. Ok, mais si c'est pas mon style de musique, tu sais, je comprends et je respecte. On n'est pas tous au même niveau. Non, exactement. Puis pour le coup, ça sert à rien d'écouter des albums mis en avant par la masse si toi ça te fait pas kiffer non plus. Ouais, c'est ça. T'as pas à prouver tes goûts musicaux par rapport à ce qui est propulsé par d'autres personnes, que ce soit sur les réseaux ou même juste par le bouche à oreille, tu vois. Oui. Mais je pense qu'il faut aussi nuancer ça avec le fait que c'est pas parce que des fois t'aimes pas un artiste ou un style que tu peux pas non plus avoir cette petite curiosité de dire bon, tout le monde en parle, c'est peut-être l'occasion d'écouter et au moins après de pouvoir dire bah pourquoi j'aime pas ou pourquoi en fait ça m'a mis une claque alors que je m'y attendais pas du tout. Mais je pense que c'est intéressant quand même d'écouter, moi c'est ça, je sais qu'il y a des vieux albums en fait que j'ai pas écoutés, je me dis tiens ce serait peut-être intéressant de les écouter ou de réécouter des albums que j'avais écoutés genre à 18 ans et de me dire que maintenant que je suis plus mature, pour pas dire plus vieille, mais de me dire ok peut-être qu'en fait je vais pas avoir la même écoute et je vais pas l'apprécier de la même façon aussi et qui va peut-être finalement devenir un de mes classiques. Mais en fait, ça dépend de ton évolution de vie et d'où tu en es, etc. Et donc, tes goûts évoluent pour plein de choses. Je pense que pour la musique, c'est le cas. Surtout que tu n'auras pas le facteur nostalgique. Oui, c'est ça. Comme tu l'as pas connu à l'époque. Exactement, ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec Charlie. Moi, je vais pas être le premier à me dire tout le monde en parle, vite, faut que j'aille écouter, etc. Machin, vraiment. Moi, je me laisse plutôt guider par mon émotion, par ce que je ressens, etc. J'avoue que la musique, j'ai un lien particulier avec ça, en fait. C'est beaucoup les émotions, les souvenirs, etc. Je me laisse plutôt guider par ça, en fait. C'est plus au feeling, quoi. Par exemple, s'il y a un album qui a je sais pas, 1000 écoutes, je préfère écouter ça. Si je sens que je vais bien aimer, je sais pas, j'aime bien l'ambiance, etc. Je préfère écouter ça qu'un album que j'ai pas écouté, que tout le monde a dit, ouais, c'est un grand classique du rap, par exemple, ou du rock. Moi, ça me parle pas, l'album me parle pas, l'univers me parle pas en général. J'ai pas envie de me forcer à forcément écouter. Après, voilà, s'il y a des grands classiques qu'on me recommande, que des amis ont écouté, que je sais que j'aime leurs goûts musicaux, que je les connais, je comprends et je capte comment ils écoutent la musique, etc., je peux me laisser tenter. Mais de base, je suis pas forcément la personne à aller courir après le truc le plus mainstream, le truc le plus écouté ou autre. Pour moi, la musique, c'est personnel. Donc franchement, si on part pas de ce postulat-là, pour moi, c'est compliqué. Enfin, j'ai pas envie de me forcer en fait à écouter la musique. Pour moi, c'est un moment de plaisir et j'ai envie que ça reste comme ça. Non, bah très bien. On en revient à nos 10 ans finalement, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Donc il y a 10 ans, en 2014, Oh waouh. quand même. Mais je pense qu'il peut y avoir des classiques qui sont sortis un peu oui, après bien 2014. sûr. Mais oui, non, mais c'est ça. Comme tu dis, je pense que au-delà de ça, entre 5 et 10, ouais, c'est ça, je pense. C'est un moment où tu peux considérer certains albums. Tu vois, comme là, on parlait tout à l'heure vite fait de 2019. Je pense que 2019, c'est un peu tôt de manière générale, même si je pense qu'il y a des albums qui vont devenir des classiques ou qui le sont déjà et qui sont sortis après. Par exemple, tu vois, un de mes classiques personnels, c'est After Hours de The Weeknd. Et si je me trompe pas, je crois qu'il est sorti en 2020. Le deuxième en soi, mais là pour le coup, enfin le deuxième de cette nouvelle trilogie Dawn FM, 1 an et demi, 2 ans après After Hours. Je pense que ça sera aussi un classique, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt, puis ça dépend aussi de son 3e album qui va sortir bientôt pour finir sa trilogie, tu vois. Pour vous, quels sont vos albums classiques ?
Là, ça y est, c'est l'occasion de partager tes artistes à 1000 écoutes. Non, franchement, des artistes à 1000 écoutes comme ça, j'en aurais pas, tu vois, mais pas en tout cas qui sont des classiques. Je peux avoir des artistes à 1000 écoutes qui sont des bons, des trucs que j'aime bien de temps en temps, tu vois, mais en classique, ça va plus être des Californication, tu vois, par exemple. Moi, c'est vraiment, pareil, une des premières claques que je me suis pris, tu vois. Pareil, le clip, c'est un jeu vidéo, je suis trop bien, genre, c'est trop bien. J'ai l'impression d'y être et tout, c'est trop stylé et tout. Pareil, j'étais le seul à écouter ça dans mon entourage, j'étais, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'écoutes ça? Et je sais pas, ouais, c'est premier souvenir, première claque, Rolling Papers de Wiz Khalifa. Booba avec tout ce qui est Scarface, etc. à l'époque, La Fouine, plus du gros mainstream plus pour le coup. C'est vrai que j'ai été plus sur le mainstream quand j'étais plus petit. Après aussi forcément moins de possibilités de découvrir d'autres artistes à l'époque. C'est vrai que le streaming a fait qu'après on peut s'intéresser à d'autres artistes. Mais pour les gros classiques, ça serait on va dire plutôt rap. Ce qui est lié au souvenir, comme je dis, c'est exactement ça. Wiz Khalifa, c'est peut-être plus début 2010. Booba, La Fouine, tu m'as dit, puis Red Hot Chili Peppers. Ouais, c'est vraiment les artistes que j'ai écoutés au collège, quoi. C'est vraiment mes artistes de 6e, 5e, c'était ça, tu vois. Donc, ouais, c'était vraiment plus ça, ouais. Pour moi, je vais repartir sur Discovery. Moi, je suis une méga fan des Daft. Je peux pas dire, alors oui, Discovery, c'est vraiment mon gros classique. Enfin, en fait, pour moi, tous leurs albums sont des grands classiques. Donc, je pense que je suis peut-être un peu biaisée. Après, dans le même style, il y a aussi Justice. Pour moi, c'est des grands classiques. Enfin, c'est ça, je ne skip aucune chanson. Un peu plus récent, il y aurait l'album des Casseurs-Flotteurs, que j'ai vraiment... Mais pareil, c'était lié au film que j'ai beaucoup apprécié, donc encore, il y a un lien, là. Mais très après, fort, très fort. Ouais, c'est vrai que... Incroyable. Il n'y a pas vraiment... En fait, moi, c'est plutôt des artistes plus que des albums, en fait. C'est très... Okay. Tu vois ? Moi, je vois. Par exemple, là, dernièrement, j'ai réécouté Breakbot. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ces deux albums là que j'écoutais en boucle, les deux, c'est des bangers. Puis je pense que, tu sais, ma mère ne sait même pas qui est Breakbot. C'est sûr, je vais avoir vraiment des albums vraiment coup de cœur, des grands classiques. Mais je suis plus sur l'artiste en lui-même. Puis je vais plutôt écouter, tu sais, un ensemble de chansons. Ou alors je vais m'écouter tous les albums d'affilée là, mais... Je vois ce que tu veux dire, surtout qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, je reviens avec un classique depuis 2019, comme ça fait 5 ans, mais le format album aussi il est de plus en plus transformé, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus dur de trouver des classiques ces dernières années que dans les années 2010, du coup si on part vraiment il y a 10 ans pour ça aussi. Puis en plus, là on parle vraiment d'albums, mais je vais quand même exclure du coup les mixtapes, les EP, ce genre de choses, ou même tu sais des fois juste tu sors 3 sons on a un projet sur un disque. Il y en a qui peuvent être très très bien, mais ça limite encore un peu plus le style aussi. J'avais noté hier en réfléchissant, il y a quand même beaucoup d'albums aussi assez différents, mais comme toi c'est vrai qu'il y en a qui sont plus liés à un passage plus jeune, mais aussi plus récent, tu vois. Ouais. C'est assez éclectique, mais par exemple ma grand-mère m'avait prêté le Legend de Bob Marley, puis du coup je l'avais mis en boucle. Puis tu sais, Bob Marley à l'époque j'étais un peu en mode tu sais, c'est connu, tout le monde connaît Bob Marley, mais en vrai, qui a vraiment écouté un album entier? C'est vrai. Mais franchement, je m'étais pris ma claque aussi. Julius de SCH pour le choc de la découverte de mon artiste préféré. Nevermind de Nirvana, mon père, lui, il peut être considéré comme classique dans la société aussi. Mais mon père l'avait en CD, donc je l'avais vraiment kiffé aussi. Alors j'aimais pas du tout ce style-là à l'époque. J'étais plus à écouter les compiles de la Star Academy. Mais qui peuvent être des grands classiques, écoute. Beaucoup de merde quand même. Mais en tout cas, comme quoi, ça m'avait bien choqué aussi. Play de Moby aussi, là c'était ma mère qui me l'avait pas mal fait écouter. T'avais parlé de After Hours de The Weeknd aussi, mais To Pimp a Butterfly de Kendrick. The Blaze aussi, tu vois, toi je pense pour Daft Punk, moi c'est plus pour The Blaze, ce côté justement électro française. Le côté dancehall, territory, je sais pas lequel des deux je préfère également, mais ça m'a vraiment marqué aussi. Petrichor, Enfant Sauvage, même du The End Black Eyed Peas pour mes années collège, même si ça a malheureusement... Oh, c'est vrai, le souvenir de fou. Même si malheureusement ça a un peu influencé le reste de l'électro et de l'EDM qui allait bien dans les années 2010, mais pas dans la bonne façon. Je pense que l'album a été bon, mais il y a plein de gens qui l'ont utilisé pour aller loin, puis après c'était
peu la fin de l'EDM, l'électro qui nous a un peu cassé la tête au bout d'un moment, tu vois, avec les mêmes artistes copier-coller, mais même par exemple du Kavinsky, du Apache, du Woodkid, le premier de Post Malone aussi qui est mon préféré, dans la légende de PNL, etc. Donc je dirais c'est les principaux, même s'il y en a plein d'autres, même pour vous, là il y en a quelques-uns. Oui, c'est ça. Oui, là moi je viens de repenser à Sébastien Tellier, tu sais. C'est un artiste que j'adore, mais qui est pas, qui est connu surtout pour ses dérapages ou ce genre de choses. Tu vois, même de la variété française, même si je suis moins fan, mais c'est vrai que je sais plus le nom, mais j'avais eu mon parrain m'avait offert une compile de Johnny dans les années 2000, où en gros je crois que c'était moitié live, moitié genre c'est vraie chanson, mais c'était aussi en live, et c'était incroyable, alors que je détestais Johnny. Je suis pas un grand fan non plus, mais juste cet album-là, je l'ai kiffé aussi, comme tu disais, par rapport à certains souvenirs. Donc c'est sûr que ça peut aussi se rattacher à ça. Tout le monde n'a pas été marqué par les mêmes choses, parce que c'est très générationnel. Est-ce que toi, les Daft Punk, le fait que tu les aimes autant, c'est parce que tu les as peut-être connus ou appréciés à un certain moment de ta vie ? Ouais, je pense. En fait, il y a aussi ce truc de tu les découvres et tu les suis. Ils avaient quand même sorti d'autres albums quand j'ai découvert Discovery. Et en fait, c'était vraiment genre dès qu'ils sortaient un album, là, c'était ok, tu sais, genre ils vont sortir l'album et je vais l'écouter, etc. Mais je pense que c'est ça, c'est à une époque où tu sais, je me découvrais un peu, tu sais pas trop, tu sais, t'écoutes un peu de tout, tu sais, collège, lycée, là. Tu sais pas trop où tu t'en vas là, mais je pense vraiment que ça a été ça, et puis j'écoutais pas forcément la même chose que mes potes. Je pense qu'il y a eu ce côté Discovery, comme on disait, où c'est relié à quelque chose de visuel aussi, et je trouve que ça accroche encore plus parce que t'as plein d'émotions en même temps, t'as du visuel, t'as de l'écoute, tu peux te projeter aussi, c'est quand même lié à ton âge, et je pense que vraiment tes classiques évoluent en fonction de ton âge. Oui, parce que tu m'as cité Discovery, mais t'as pas cité Homework ou Random Access Memories. Non, donc c'est peut-être que même si les autres, tu les apprécies beaucoup, celui-là, il y a un truc très particulier. Une émotion plus que les autres. Et pareil, j'ai un peu la même chose. Alors tu vois, c'est très particulier, mais c'est quand ils ont fait la bande originale de Tron. Moi, j'ai adoré l'album et je l'écoute encore en boucle quand je travaille, par exemple. Pareil, je pense qu'il y a le visuel du film que moi, j'ai beaucoup aimé. Et Justice, c'est pareil, il y a beaucoup d'éléments visuels quand tu vas les voir en concert ou ce genre de choses. Pour Discovery, par exemple, si on reprend cet exemple-là, c'est vrai que l'aspect visuel, on sait que dans les albums, ça raconte toujours une histoire forcément plus ou moins intéressante, intrigante et autres. C'est vrai qu'avoir un aspect visuel, un support visuel en plus, ça ajoute à l'expérience, et je crois que, moi en tout cas, ça me touche plus que quand il y a juste l'album qui est balancé sur Spotify, tu vois, par exemple, où il n'y a rien derrière, juste des clips qui suivent sans forcément trop de suite, de cohérence, exactement. Et c'est vrai que du coup, par exemple, comme pour le film des Casseurs-Flotteurs aussi, où il y a le film qui va, les musiques qui vont avec, etc., ça ajoute à une vraie expérience, et tu te sens beaucoup plus immergé dans l'histoire qu'un album, on va dire, entre guillemets, classique ou autre. C'est vrai que ça me touche aussi beaucoup plus, forcément, et ça me donne aussi forcément envie plus de suivre l'artiste, de grandir avec et de suivre un peu ce qu'il fait tout au long de sa discographie, quoi. Donc c'est cool, franchement. Ouais, comme tu l'as dit avec Californication de Red Hot. En fait, j'ai l'impression un peu comme Charlène, de suivre tous leurs albums, de grandir avec et de toujours apprécier, en fait. Donc je me dis là, c'est pas possible, quoi. Je peux pas, ça sera vraiment, moi je sais que par exemple les Red Hot Chili Peppers, ça sera vraiment mon groupe préféré à vie, quoi, c'est sûr. J'ai grandi avec et je continue toujours à apprécier toujours autant ce qu'ils font. Ça me touche, quoi, c'est tout. C'est juste très fort, quoi. C'est ça, c'est important. Mais au moins, c'est bien aussi de se poser les questions puis de le savoir. Ouais. Parce que tout le monde a des albums classiques, puis tu peux nourrir une certaine curiosité envers tes albums classiques et les albums classiques de la société, qui peuvent être un marqueur aussi de départ sur une époque précise par rapport à l'artiste et la relation que tu as avec. Tu parlais tout à l'heure de AC/DC aussi. Peut-être que de base, tu n'écoutais pas forcément, mais cet album-là t'a peut-être permis d'écouter plus de rock. C'est ça, il y a des mini-révolutions en fait dans la musique avec certains albums. On parlait, c'est ça, entre Bob Marley, on parlait de Michael Jackson. C'est sûr que c'est des gens qui ont révolutionné la musique, tu vois. Même si c'est des gens que t'écouterais pas, tu vois, là par exemple, je me suis dit, c'est vrai que Bob Marley, en fait, j'ai jamais écouté l'album, tu vois, un album entièrement. Et je me dis, tu vois, c'est peut-être l'occasion, peut-être que ça va m'ouvrir les portes d'autres choses après, où je vais vouloir aller creuser ça, tu vois. Et celui-là, il en a quand même plusieurs. Oui, mais celui-là, vraiment, quand je l'avais écouté la première fois, je m'étais dit vraiment,
je connais pas cette sensation. J'avais déjà entendu une de ces musiques, peut-être dans un film, là comme ça, dans les années 2000, je crois que dans Je suis une légende, il a Bob Marley. Will Smith, je crois qu'il la chante. Ouais. Mais tu sais, par-ci par-là, tu connais un peu si ça passe. Mais l'album, le fait d'écouter un album de reggae de A à Z, j'avais jamais ressenti cette sensation avant. Tu vois. C'était quand même agréable, plus qu'agréable quand même. Donc, mais ça devient triste aussi quand on parlait du moment où tu commences à écouter un album classique pour la société, où tu commences à te forcer, si t'es pas dans le mood, ou si t'en as vraiment pas envie, comme tu disais tout à l'heure, dans le sens où faut laisser le temps faire son travail, puis si t'as envie de revenir sur, de venir sur cet album, bah, tu le feras naturellement. Comme tu disais, si quelqu'un te le recommande, mais de manière directe, pas juste un algorithme de plateforme, si t'es pas intéressé de le faire, tu vas pas le faire, quoi. Est-ce que vous êtes déjà forcé d'écouter un album classique, ou même un artiste, et vous n'avez pas kiffé ? Je pense que j'ai skippé ça. C'est que j'ai pas voulu m'en souvenir. Mais je pense qu'il y a des moments où, effectivement, tu te forces à écouter, mais en fait, t'apprécies. Moi, ça m'a fait ça avec le rap. Moi, j'étais absolument pas rap. J'ai commencé à écouter et, par exemple, on m'a fait découvrir SCH, tu vois, et je me dis, oh, c'est quoi ça encore ? J'ai changé d'avis. Mais c'est ça, en fait, il y a des moments où en fait, tu te dis, effectivement, si tu restes dans ton cocon, en fait, et dans ce que tu écoutes habituellement, ben, c'est sûr que tu vas pas forcément... Il y a des gens qui adorent découvrir et qui écoutent vraiment de tout. Mais je pense que quand t'es habitué, même si déjà genre ton Spotify il est blindé de plein de choses, c'est cool de se forcer un petit peu quand même à aller écouter des trucs que t'écouterais pas. Il y a beaucoup de gens qui apprécient et de tout type. C'est pas c'est pas juste c'est tous ces gros beaufs qui écoutent tu vois cet artiste-là, mais c'est juste de se dire ok, c'est très éclectique, je vais aller écouter. Et puis en fait, finalement, tu peux avoir des bonnes surprises. Donc je pense que c'est bien aussi c'est pas de se forcer, mais c'est juste d'avoir la curiosité d'aller écouter autre chose. Donc sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. C'est que clairement, moi, si on me force à amener un truc, moi, je vais pas y arriver. Enfin, vraiment, j'ai un frein, c'est pas possible. Genre, je peux y revenir 2 mois après et me dire, là, je le sens bien, machin, etc. Et j'y vais. Mais si on me force, on me dit ouais vas-y franchement, tiens vas-y je te le mets, maintenant les gens d'écoute et tout. Non là moi je vais pas apprécier, c'est pas possible. Hein. J'ai un rapport avec la musique trop personnel, enfin moi c'est vraiment très personnel pour moi. Si c'est amené par exemple en soirée, il y a une musique que je connais pas, je fais oh putain bien et tout, c'est quoi l'artiste, là je peux y aller. Mais si c'est pas amené de manière naturelle ou autre, ça va être compliqué pour moi. Non, je vois. Puis aussi, il n'y a pas de grand Manitou de la musique qui affirmerait avoir la parole absolue, qui aurait écouté tous les classiques. Ouais. Là-dessus, pour moi, c'est un peu comme le cinéma, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de critiques de cinéma, genre des journalistes qui même ont une liste, notée ou pas, mais de films classiques qui n'ont absolument pas vu. C'est pas grave, en fait, c'est juste une question de temps. Ce serait impossible de tout écouter ou de tout voir, que ce soit des choses d'avant ta naissance, de ta génération, de après. Et donc là-dessus, c'est quand même impossible de faire le tour et d'avoir une personne qui dit « Moi, tous les albums de musique, je les ai tous écoutés sans dire apprécier, mais je les ai tous écoutés, ça c'est mes classiques, etc. » Genre. Il y a des moments, des albums qui ont 10, 20 ans, et tu sais que tout le monde les connaît, et en fait tu les écoutes à un moment donné de ta vie, et il y a une découverte, t'sais. En fait tu sais que de toute façon il y aura toujours des découvertes. Ouais c'est ça, des trucs même d'avant ta naissance, comme tu disais, là tu parlais de films aussi, et je trouve ça super cool en fait parce que comme on disait, t'as un nouveau monde qui s'ouvre à toi, et en fait c'est ça, t'auras une perpétuelle découverte, que ce soit en musique ou en film ou en n'importe quoi. Tu peux toujours revenir en arrière et te dire ok, tiens, je vais tenter. C'est que ça a bien vieilli du coup. Mais ouais, aussi. Ou alors il y a des trucs qui ont mal vieilli, mais juste le fait d'écouter ou de voir un film. Moi j'ai vu dernièrement L'Exorciste, tu vois, pour la première fois de ma vie, et ça a super mal vieilli, mais juste de me dire ah waouh, je l'ai vu enfin et ça m'a donné envie de voir, tu sais, tous les vieux films de ce style là, et c'est ça. Donc je pense qu'avec la musique c'est un peu la même chose, tu vois. Je vois. Moi pareil, j'ai regardé 8 Miles il y a pas longtemps. Ouais. J'ai regardé j'ai écouté tous les sons qu'il y avait dans le film, tu vois. Alors que après voilà, Eminem t'écoutes, t'as des classiques d'Eminem qui ressortent, etc. Mais du coup c'est vrai que je me suis un peu plus plongé dedans après ça, et c'est vrai que
bah pareil, enfin, le film, je trouve pas que ce soit non plus une révolution, on va pas se mentir, mais les sons par contre ils bougent pas quoi, enfin ils sortent maintenant, moi je dis bah ouais, ok, pas très fort quoi. Moi ça, c'est voilà, y a rien de plus que ça quoi. Donc, ça c'était plus un marqueur, le fait d'avoir le film et la musique c'est ça. qui soient corrélés en même temps aussi. On écoute de la musique parce qu'on a envie, mais c'est pas notre job de le faire. Puis il faut pas que ça devienne aussi, comme tu dis, faut que ça reste un plaisir. Puis on a tous un rapport différent. Après, je trouve que moi j'ai un peu ce côté-là de tout ce qui est rare et précieux. Et des fois, les sons ou les albums que je préfère, c'est pas forcément ceux que je réécoute le plus, pour pas que l'émotion elle s'estompe trop. Ouais. Ça s'estompe, mais j'essaye de le faire moins. Parce qu'après, ça peut être banalisé. Puis si je l'écoute tous les jours, je peux l'apprécier, mais après, je vais moins avoir cet affect-là aussi. Que ça vous l'avez fait, par exemple, un album que vous avez beaucoup écouté, mais aujourd'hui moins? Bah, je te dirais, en fait, moi, c'est ça sur une période, je vais écouter un album, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais je vais beaucoup l'écouter. Comme tu dis, je vais un peu m'en lasser, mais en fait, quand je fais des pauses plus ou moins longues et que j'y retourne, ça revient. Et en fait, c'est pour ça, maintenant, je sais que faut pas trop, même il y a des chansons, par exemple, que je découvre, je vais les écouter en boucle. Et en fait, au bout d'un moment, tu dis, franchement, j'en ai marre. Et c'est vraiment dommage. Donc, il faut vraiment se faire une pause, je pense. Ça, essayer d'écouter plein de choses différentes. Mais je pense que, justement, la force de ton classique, c'est que, même si ça s'étiole, si tu fais une pause et que tu y retournes, ça reste toujours ton classique. Tu as toujours un sentiment particulier envers cet album-là. C'est là en toi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un lien, comme tu disais, un lien très personnel que tu as avec cet album-là. Moi, c'est Californication. Hein. Moi, ça bouge pas, hein, clairement. Je l'ai écouté quand je suis sorti. Je pense pendant tout le collège, je l'ai écouté, mais tous les jours, je pense vraiment. C'était un truc de ouf. Hein, tu t'es jamais lassé Non. Wow. Franchement, non, même pas. La pochette, le CD, etc. Donc, j'ai acheté tout ce qu'elle allait avec, tu vois, vraiment, c'était trop bien. Je me suis un peu plus lassé, ou je me suis plus ouvert au rap, etc. après collège. Au-delà du collège, lycée, ouais, j'y reviens une fois par année maintenant et je retrouve du coup les émotions de quand j'étais plus petit et que je découvrais le truc. Et c'est vrai que le sentiment de découverte aussi, moi je l'aime beaucoup. Je me prends une claque à chaque fois quand je découvre un truc, donc j'aime bien aussi redécouvrir un peu ce sentiment-là, même si forcément ça peut pas être exactement intact. Et est-ce que vous pensez qu'on peut continuer de produire des classiques pour la société à l'avenir, ou est-ce qu'on va toujours rester sur les anciens? Parce qu'après, personnellement, tant qu'il y aura la musique, tu auras des émotions, tu auras des événements de vie qui font qu'il y aura toujours des albums qui vont te marquer plus que d'autres. Mais pour la société, est-ce que vous pensez que ce sera toujours le cas? Moi, je pense que oui. Moi, je sais que de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai vu autour de moi, etc., je sais que PNL, quand c'est sorti, c'était... Enfin, tout le monde l'a pris ça pour un classique. Quel album? Deux frères? Avant. Je sais que ça a été un truc où ça a inventé un nouveau genre, à l'heure où tout le monde était sur du 140 BPM, là c'est le truc le plus chill du monde vraiment, et du coup ça a pris tout le monde à contre-pied, et je pense que à l'heure actuelle, je pense que la discographie de PNL c'est un classique, tu vois, genre, si t'es fan de rap, je pense que ça, même si t'apprécies pas forcément le style, c'est un classique, c'est un truc qui a inventé un nouveau style où maintenant il y a que des copies de PNL de partout, enfin voilà, je sais pas, ça a touché trop de monde aussi, je pense, PNL. Ça a fait découvrir du rap à ma cousine alors qu'elle écoutait pas de rap. Tu vois, c'est fou. Et est-ce que tu penses que ça peut être répliqué, que ce soit dans ce style-là ou dans d'autres styles à l'avenir? Je pense que ça a été fait en 2019, dans les quelques années qui sont arrivées précédemment. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas après, tu vois. Ça se réinvente de plus en plus à l'heure actuelle, donc pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'ouvrir aussi musicalement nous et que les gens ne puissent pas aussi apprécier autre chose. Donc pour moi, ouais, complètement. Moi, je suis un peu mitigée. Je me dis que en fait, les classiques de l'époque, je pense que c'était avant ma naissance, par exemple, je pense que c'est pas les mêmes types de classiques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de choses qui changent, qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et là, comme tu dis, PNL, ils ont révolutionné un peu, ils ont amené quelque chose de nouveau. Et je pense que ça marque beaucoup. C'est ça qui peut faire que ça devient des classiques. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait moins de sorties, il y avait moins de styles aussi. Donc vraiment, les classiques sont très, très, très ancrés, tu vois, dans la société. Aujourd'hui, est-ce que dans 20 ans, ce sera toujours des classiques qui sortent aujourd'hui ou dans les 5-10 ans, là, par rapport à aujourd'hui? J'imagine que oui. Est-ce que ça va toucher autant de gens que ce qu'il y avait il y a, je vais dire, 50 ans, par exemple, tu vois? Je pense qu'il y a un décalage quand même. Je pense qu'effectivement, il y aura toujours des classiques qui vont sortir. Parce que si tu amènes quelque chose de nouveau... En fait, c'est ça, c'est vraiment...
le côté nouveauté. Tu vois, les Beatles, pourquoi ils ont explosé, c'est parce qu'ils amenaient quelque chose de nouveau. PNL, quelque chose de nouveau. Michael Jackson, c'était quelque chose de nouveau. Je pense que vraiment, là, il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de choses qui se ressemblent quand même, mais il faut juste avoir le petit truc pour te démarquer. Et je pense que c'est ça qui va faire que, effectivement, tu vois, est-ce que The Weeknd va être encore un grand classique dans 20 ans? Tu vois, je sais pas. On se revoit dans 20 ans. Ça va être des classiques, mais peut-être pas de la même intensité que des anciens classiques. Surtout que les Beatles, en soi, sans rester trop non plus là-dessus, mais leur carrière, elle a vraiment duré que 8 ans, plus ou moins, tu vois. Ouais, non, on a l'impression que ça a duré longtemps, mais la carrière de Carrie, ça a duré plus longtemps que la carrière des Beatles, tu vois. Donc, comme quoi, des fois, avec le temps, on peut oublier certaines choses aussi. Je pense que, justement, avant, il y avait plus de classiques, tu vois, si tu parles même du Elvis Presley, si tu vas sur du Aznavour, du Gainsbourg, on parlait des Beatles, ce genre de choses, mais aussi parce que t'aimes ou que t'aimes pas, c'était la soupe qu'on te servait. T'avais pas vraiment le choix, tu vois. Je dis pas qu'il y avait pas plusieurs styles, mais le choix était plus restreint, et s'il y avait une dizaine de styles ou un plus, j'en sais rien, bah, c'était vraiment plus polarisé, comme t'as tel artiste dans tel style, c'était moins divisé. Et je pense qu'aujourd'hui, il peut toujours y avoir des classiques, je suis d'accord avec toi là-dessus, les gens vont pas s'arrêter de faire de la musique, enfin de la bonne musique, mais ce sera plus dur et je pense impossible d'avoir un classique aussi unanimement considéré comme tel par la suite, parce que tu vois, il y a un artiste, n'importe quoi... Ariana Grande, elle peut sortir un album de fou, mais en fait, ça va peut-être considérer comme un classique unanime, mais pour vraiment une tranche de population, tu vois. Et contrairement à avant où t'avais pas vraiment le choix, donc forcément, bah, que t'aimais Michael Jackson ou pas, tout le monde connaissait et écoutait plus ou moins. Mais au moins, aujourd'hui, il y a tellement d'artistes, d'albums et de styles que bah, si t'aimes pas et t'écoutes pas. Et tu connais même pas, en fait, tu vas pas t'y intéresser. Donc je pense que je suis d'accord avec toi, ce sera toujours le cas. Même si Jay-Z, dans 5 ans, il dit « je sors un album », ça peut être un gros classique, imaginons, mais ça ne le sera plus pour autant de personnes que quand il avait sorti Blueprint ou ce genre de choses. Tu vois. Mais du coup, ça me fait penser justement à ce que tu disais par rapport à la courte carrière des Beatles, par exemple. Je sais que moi, l'exemple qui me marque, c'est XXXTentacion. Que genre vraiment avant sa mort il avait fait je crois 2-3 albums, je sais plus, un truc comme ça. Un c'est sûr, après je sais pas si c'est je sais plus, voilà c'est ça. En 2-3 projets j'étais là, ouais, bah, c'est incroyable quoi. Avant je m'intéressais pas plus que ça, je suis juste tombé pareil sur Spotify dessus et pour moi c'est un classique tu vois. Alors que le mec il a fait quoi, il a fait 5 ans de carrière max quoi tu vois. Malheureusement hein, mais je sais pas si du coup la rareté du coup des projets, des carrières courtes ou qui est considérée comme sans skip ou parfaite ou tu vois mais très courte. Je sais pas si la rareté de la chose fait que ça met aussi le statut de la personne dans la légende de son domaine ou pas tu vois. C'est vrai que l'exclusivité et la rareté du coup de la chose fait que pour moi aussi ça peut rentrer en compte. On peut juste dire qu'en fait, tant qu'il y a de la bonne musique, c'est ça qui compte, tu vois. Comme tu disais, avec soit les Beatles qui durent 8 ans, XXXTentacion qui dure peut-être 5 ans, PNL je pense que c'est 4. Donc PNL, même quelqu'un qui en sort juste un puis qui rentre se cacher, tu vois, il n'y a pas de critères là-dessus. Je crois que PNL ils ont 10 ans de carrière, je crois. Pour les plus vieux albums, ils ont 10 ans, c'est vrai, c'est 10 ans. Parce que ça a enchaîné quand même. Hein. Oui, ouais. Mais c'est court quand même, à la limite. Bah, de toute façon, 10 ans, oui, c'est sûr que c'est rien, c'est clair. Mais, c'est entre 4 et 10, je pense que c'est quand même court aussi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est ça. Est-ce que 10 ans de carrière, c'est beaucoup? À l'heure actuelle, je suis pas sûr, tu vois. On connaît des artistes qui sont là depuis des années et des années. Et qui font pas forcément de la bonne musique non plus. Ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord. Prochaine fois, on fera un sujet sur les pires albums par style, les pires artistes. On n'a pas fini là. Il y en a beaucoup. Abonne-toi à Vie de Personne pour ne surtout pas louper un épisode en activant la cloche sur YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Et dis-nous quels sont tes albums classiques, ceux qui t'ont vraiment marqué. Donc le deuxième sujet, Black Mirror / Cyberpunk. Est-ce que c'est l'avenir de la société? Est-ce que vous avez des choses... Sujet suivant, c'est bon. Je dirais même que c'était le passé de la société. Non, mais parce qu'en gros, j'ai vu une interview du créateur de Black Mirror, puis il disait que l'idée derrière, c'était juste de prendre une idée absurde et de la développer au maximum. Mais parce qu'aussi, le but de la série, c'était pas de prédire l'avenir, mais de dénoncer un peu les dérives de l'avancée technologique, notamment sur le plan moral,
mais sachant aussi qu'en fait, elle prédit pas l'avenir parce qu'elle s'habille surtout sur des choses existantes, mais qui étaient déjà un peu de niche, tu vois. Pas vraiment de la science-fiction non plus, mais un peu quand même. C'est l'entre-deux en fait. Ils se disent comment ça pourrait dériver vers le mal, parce que c'est clairement ça. J'ai commencé à regarder Black Mirror, ça m'a pété le cerveau, vraiment. Je me suis posé 1 milliard de questions et j'ai pas regardé beaucoup d'épisodes, donc c'est pour dire. Mais j'aime bien en fait toutes les séries un peu dystopiques comme ça. Et celle qui m'a vraiment marquée, c'est La Servante écarlate. Parce que forcément, ça parle vraiment de la condition des femmes. Et en fait, c'est clairement dans ma tête, je me suis dit, mais oui, on pourrait arriver à ça. Et pas forcément dans un lointain futur, tu vois. Ça pourrait arriver, je sais pas, d'ici 30-50 ans, ce serait possible en fait, en fonction de... Ah ouais, moi j'aurais dit même moins. Ah ouais, moi écoute pour les femmes, j'espère pas. C'est pour ça, ouais, je me dis quand même... Mais comme il n'y a pas le côté technologique, contrairement à justement des univers cyberpunk ou Black Mirror, je pense que pour certaines personnes, la case mentale, elle est déjà décochée pour accéder à ça. Ouais. Là où le reste, c'est plus une avancée technologique nécessaire pour vraiment démocratiser l'avancée. Mais là, avec quand même tout ce que tu vois sur le développement de l'IA, etc., les technologies, ça avance tellement vite. Et je trouve là, depuis les dernières années, là, dans 10 ans, on en sera où ? Peut-être il y a des trucs, t'as l'impression que c'est un peu pour nous alerter. Il y a certains épisodes en fait, de Black Mirror, je trouve, c'est très actuel. Tu peux vraiment voir ça aujourd'hui et ça en est flippant en fait. Et après, d'un côté, tu dis, on n'en est pas encore là, c'est pas encore arrivé, mais peut-être aussi pour nous dire, attention à ce qui pourrait arriver, tu vois. Exactement. C'est surtout ça, c'est surtout que la série aussi s'inspire de faits réels pour faire leurs épisodes. C'est surtout ça qui fait peur, moi. Parce que moi, je sais, l'exemple qui me choque le plus, t'as vu le premier épisode ? Oui. Le tout premier, ok. Oui. La fin du premier épisode, c'est un fait réel. Ah ouais ? D'une personne très connue aux États-Unis, genre un premier ministre, tu vois, par exemple. Au hasard, quoi, tu vois. Ah mais oui, c'est vrai, oui, j'ai vu dernièrement. Oui, c'est vrai. Avec le cochon, quoi. Oui. Ouais, exactement. Et encore, moi je trouve que c'est l'un des épisodes qui est le plus terre à terre, basique et sans trop d'avancées technologiques. Et ouais, parce qu'il est vachement ancré dans le présent, il n'y a pas Exactement. de technologie que ça. Au final, c'est ça. c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Ou même dans le passé, tu vois. Genre du hacking, ça a déjà existé. Le fait de faire chanter quelqu'un, t'as même pas forcément besoin d'avoir des ressources informatiques, c'était même à l'époque. Je trouve qu'au final, c'est peut-être ça qui fait flipper, tu vois. Ouais. T'as pas besoin de ressources, tu vois, pour faire un truc vraiment qui est. Voilà, c'est vraiment démoniaque le truc. Enfin, l'épisode est démoniaque, quoi. Alors, détruire la vie des gens comme ça. Mais après, il y a plein d'autres épisodes qui sont déjà tirés des faits réels. Donc, clairement, moi, il y a des épisodes, ils m'ont angoissé alors qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'épisode, tu vois. Je sais pas si vous avez vu l'épisode du chien mécanique. Non, j'ai vu des extraits et effectivement... En plus, en noir et blanc et tout, truc stressant à mort, là. Et pareil, c'est un truc que l'armée utilise actuellement, quoi. Quand j'ai vu l'image réelle, j'ai fait... Ah, c'est quand même pas si loin du très... quoi. Ah, ouais. Et celui-là, Metalhead d'épisode, il est quand même très Captain Obvious pour le coup. Genre, c'est pas très, très subtil, c'est vraiment juste une fille qui se fait courser par un chien, même s'il y a un peu plus de contexte autour. Donc, vous trouvez qu'on commence à atteindre les pires scénarios d'anticipation liés à la technologie. Ou le pire reste encore à venir. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Pour nous, là, actuellement, c'est le pire, mais parce qu'on n'ose pas imaginer encore pire. Je pense qu'il y a de ça. C'est déjà quand même un level bien haut, là, je trouve. D'un côté, c'est intéressant, en fait, juste pour le questionnement, parce que je pense que quand tu regardes ça, tu finis un épisode, tu te poses des questions, en fait. Enfin, vraiment... En fait, moi, ce qui m'a... C'est pas forcément le hacking en soi qui m'a perturbée, c'est plus le comportement humain autour de ça. Et je me suis dit, mais on en est quand même là, enfin, tu vois, vraiment, et ça, c'est ça qui est très ancré. Il y a plusieurs années, en plus. Et en plus, c'est ça. Ouais. Donc là, en le regardant aujourd'hui, je me dis, oh waouh, c'est tellement réel, tu vois. Et après, il y a des trucs, je sais qu'il y a l'épisode où, en fait, ça enregistre, en fait, tes souvenirs. Hein, ça... Et ça, je me suis dit, mais en soi, qu'est-ce qui empêcherait que ça arrive ? En fait, il y a toujours des dérives, en fait, à tout. Surtout dans la technologie. Et en fait, c'est ça, c'est un peu le truc où est-ce qu'on se dirige. Là, effectivement, c'est entre de mauvaises mains. C'est pour montrer le pire. Mais je trouve ça intéressant quand même.
Ouais, bah c'est ça, moi clairement pareil, bah moi je fais une thérapie après chaque épisode. Clairement, moi c'est... Comment ça coûtait cher? Moi je doute de tout, je parle pas à personne. Non, en vrai, franchement, c'est vrai que moi il y a pareil un épisode qui m'a marqué aussi, celui où tout le monde se note. Se note, ouais. Oh, ça c'est, celui-là il est fou, genre, vraiment. J'ai vu que c'était ça en Chine, j'ai fait ah ouais. Oui. Ça m'a vraiment. Mais la même claque, en soi, vraiment. au-delà de la Chine, c'est déjà beaucoup plus implémenté avec Google Maps, Airbnb, Exactement. les hôtels, les films. Genre, tu commences à noter presque tout. Et maintenant, ça a vraiment des impacts. Tu vois, autant au début, c'était « Oh, c'est sympa, je mets quelques notes sur TripAdvisor, ça va aider les autres gens à savoir si c'est bien ou pas bien. » Mais maintenant, tout. Tu vois, tu peux même noter juste un guichet de banque. Tu vois. Il va rien faire, le guichet de banque, hein, mais... Tu peux même le noter. Bah, c'est ça, surtout que au final l'impact après, c'est, je sais que par exemple j'ai déjà entendu des cas où genre juste des avis Google pour un restaurant, ça, le resto il a fermé, le mec il a fait faillite quoi, tu vois. Enfin, au final ça lui a presque ruiné sa vie au final, tu vois, juste pour des avis Google. Ouais. Donc c'est vrai que ça, en fait nous on voit que notre prisme à nous, mais c'est vrai qu'il faudra peut-être le voir de l'autre côté, tu vois. Ça reste assez compliqué encore à l'heure actuelle, tu vois. Mais c'est vrai que du coup Black Mirror nous met aussi l'aspect négatif de tout ça, et c'est vrai que ça peut, ça amène beaucoup à réfléchir, en tout cas c'est clair et net. Hein. Moi je sais que mon comportement il change avec ça. Clairement, je suis là. Toi t'as arrêté de faire ça du coup, des trucs qui font, enfin voilà, il y a des trucs que nous on fait dans la vie quotidienne et au final, bah, je sais pas, par exemple avec toutes nos données internet, peut-être arrêter de les donner autant, tu vois, ce genre de choses. Ouais, ça fait peur quoi, clairement. Ouais. Ça fait peur. Donc pas trop optimiste alors. Ce qui est bien, c'est qu'on te montre le pire, ou en fait des scénarios vraiment catastrophes. J'ose espérer que l'humain est assez intelligent pour réfléchir justement à ça. Comme tu disais, toi tu te poses des questions, et j'espère que tous les gens qui regardent Black Mirror ou autres se posent aussi des questions. Et juste essayer de changer des comportements. C'est clair que ce serait pas la même chose si on te disait, grâce à la technologie, en 2050, ça va être génial, la vie, enfin, tous nos problèmes vont être réglés. C'est sûr que c'est quand même moins vendeur que on te dit, mon Dieu, ça va être la fin du monde. J'allais dire justement, est-ce que Black Mirror, c'est peut-être pas une création pour nous faire angoisser là-dessus, puis en fait, dans la vraie vie, nous faire des choses, bah, pas plus horribles, mais juste différentes, mais qui sont pas très morales non plus, pour nous les faire passer en douceur, dans le sens, regardez, ça c'est quand même si je sais que c'est pas ça, tu vois, c'est plus complexe, mais dans le sens, regardez, là il y a toutes ces choses qui font un peu peur, mais en vrai, il y a plein de choses qui font peur, mais on va pas trop le dire, tu vois, comme tu disais, avec le fait, quand tu t'inscris à un site, une appli, tu donnes toutes tes données, même sur plein d'autres choses. On parle pas trop de toutes ces choses-là, mais continue à avoir peur des chiens robots. C'est ça. Alors qu'en fait, on verra pas dans ta vie, tu vois. Moi, j'avoue que le fait que ce soit ancré dans le réel, c'est peut-être plus ça qui me fait peur que on va dire l'aspect de la série globale. Enfin, c'est tellement romancé, le scénario est fait pour que ça qu'on s'angoisse, mais moi en fait à partir du moment où c'est ancré dans le réel et je me dis ça peut arriver, là il y a un truc qui se déclenche, je me dis ah ouais non là c'est autre chose quoi, tu vois. Sachant que même les scénarios qui peuvent être fantastiques ou de science-fiction, la personne qui l'écrit, c'est un scénariste qui est dans le réel et qui fait passer des fois des messages ou des métaphores à travers des trucs totalement... où ça pousse à l'extrême, quoi. Exactement, même le Seigneur des Anneaux, tu vois, il y a pas mal de choses aussi qui peuvent être... ou même Star Wars, c'est le plus flagrant, tu vois, avec le fascisme aussi. Mais il y avait aussi la série Upload. Oui, tu m'en parlais. Je sais pas si tu l'as vu, non, toi. Du tout. Où en fait... c'est plus léger. C'est dans le futur où en fait tu peux mettre ton esprit, en fait tu peux le télécharger et le mettre dans un monde parallèle où en fait les gens du réel peuvent toujours avoir contact avec toi, etc. Et donc tu vis une nouvelle vie, mais dans le métaverse. Ouais, c'est ça, dans le métaverse si tu veux. Mais il y a toujours cette... mais forcément ça a un coût. Donc les riches sont dans des grandes villas, ils peuvent avoir accès à tout, ils peuvent s'acheter des vêtements, etc. Et puis à contrario, t'as les pauvres qui galèrent pour avoir des gigas. Et puis forcément, il y a plein d'autres choses autour. Là, c'est quand même plus léger, mais c'est pareil, tu te dis, bah, on sait pas, peut-être que ça arrivera. Et t'auras toujours encore des inégalités, etc. Enfin, donc ça va quand même perdurer, mais c'est juste, je pense, de se dire... comment on veut faire évoluer notre société, quoi. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait des séries comme ça pour te faire poser des questions, toi individuellement en tout cas, parce que c'est forcément toi qui vas faire la démarche de regarder la série et te poser les questions, mais déjà si individuellement chacun se pose des questions et peut-être change des habitudes, tu vois, c'est ça. Et juste d'être un petit peu plus vigilant plutôt que tout ce qu'on te sert, c'est que c'est bon et qu'il n'y a aucun problème.
Exactement, comme il y a un épisode où il y a 2 personnes, c'est un peu justement les applis de rencontre, mais dans un côté très immersif, où tu t'en rends même pas compte. Je pense que imagine si c'est le cas dans plusieurs années, après ils vont dire ils étaient marrants les pecnos à l'époque, ils allaient juste boire un verre ou utiliser leur téléphone, faire droite-gauche et tout, alors que là tu rencontres quelqu'un, t'as un temps limité avec la personne, t'es dans une maison avec, enfin c'est beaucoup plus développé que juste oui, non, ou même juste envoyer un message comme ça, quoi. Ouais. C'est bien d'avoir des séries plus légères parce que tu vois par exemple ce que tu disais, tu vois, c'est, ça m'a fait penser à un épisode aussi pareil, je sais pas si ça vous dit quelque chose, l'épisode où il y a un mec considéré comme qui n'a pas de vie, voilà, qui est un peu seul, etc. Et qui finit par intégrer la conscience de gens autour de lui pour la mettre dans un jeu et pour vivre sa propre société. Je sais plus le nom de l'épisode. De toute façon, Black Mirror, c'est tout ça. Voilà. Quand j'ai vu la vidéo de l'interview du créateur, il disait, non, il était avec une productrice, puis elle disait, de toute façon, le but, les gens disent, c'est l'épisode où il y a ça, comme tu disais, notation, où il y a le chirurgien, où il y a ci, plutôt que de se rappeler, Metalhead, l'épisode ci, l'épisode ça. Donc, c'est exactement ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir des trucs plus légers aussi parce que c'est vrai que la série elle est comme tournée sur le négatif parce que c'est vrai que par exemple j'ai vu aussi pas beaucoup d'exemples positifs, on parle des implants etc, les implants bioniques, je sais plus c'est le Neuralink je crois, je sais plus, c'est ça, ouais. Pour en série ou en vrai? Non, en vrai, ouais. Et par exemple la personne peut jouer à Mario Kart par la pensée. C'est incroyable, tu vois. Sur le vrai Mario Kart que nous, avec qui nous on peut jouer, et lui il est juste paraplégique et il peut jouer à Mario Kart normal, tu vois. Donc là, tu trouves que c'est une bonne chose? Parce que tout à l'heure, vous étiez plutôt pessimiste. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, je me disais que la série, elle met une atmosphère très négative, etc. dans la chose, alors qu'en fait, on peut en ressortir des messages beaux et des messages qui sont encourageants aussi, tu vois. Après, tout est plus nuancé. Mais je trouve que les premières saisons sont plus, comme tu dis, assez dark pour vraiment poser le contexte. Mais c'est aussi parce que les premières saisons n'étaient pas produites par Netflix. Alors que les dernières, c'était le cas. C'est aussi qu'il y en a moins régulièrement. Il y a moins d'épisodes. Après ça peut être aussi le côté t'as déjà fait beaucoup d'idées, il faut se renouveler, puis ils vont plus travailler les épisodes. Mais c'est vrai que les dernières saisons sont des épisodes plus longs, plus scénarisés et moins focalisés sur juste un concept. Et puis on fait ça juste pendant 30 minutes. T'as pas tout regardé? Non, je crois que la toute dernière saison, j'ai pas regardé. Ok. La toute dernière, j'ai pas regardé, je me suis arrêté. Je sais pas si ça va te dire du coup forcément quelque chose, mais un musée de l'horreur. Ouais. Non, je me suis arrêté à ça, je pense. Ok. Je pense après qu'on a déjà mis un bon pied dedans, tu vois. Et quand tu vas vers une avancée technologique, après t'as le bon, mais t'as aussi le mauvais. C'est la question de, est-ce que si tu le sais à l'avance, est-ce que vaut mieux se priver d'une certaine avancée qui peut apporter des bonnes choses, mais parce que t'as pas envie d'avoir les mauvaises. Et il y a aussi, est-ce qu'on n'a pas trop peur de la nouveauté aussi? Parce que je sais que les jeux vidéo, c'est l'exemple parfait, hein, mais pour nos parents, c'est un truc de fou. On va devenir des malades mentaux. Juste parce qu'on joue à Call of, on va vouloir tuer des gens. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et je sais que maintenant, c'est un métier. Enfin, c'est des milliers de métiers. Et genre, je prends tout le monde en vie. Et c'est le truc, entre guillemets, un peu en vogue, etc. Ça devient de plus en plus accepté. Que c'est pas aussi le fait que s'il y a une nouvelle avancée technologique, on se rend compte que ça peut amener beaucoup de choses et qu'on a aussi peur des dérives. En fait, c'est peut-être pour nous dire aussi qu'il faut poser un cadre, parce que quand tu vois le développement, par exemple, de l'IA, des chercheurs en fait qui a vraiment fait évoluer l'IA, qui disaient je reviendrai en arrière, je le ferai peut-être différemment, parce que il n'y a pas de cadre réglementaire, etc. Ça a explosé. Et en fait, c'est peut-être juste ça, c'est que on en prenne conscience, qu'il y a un cadre, juste que ce soit encadré, que ce soit pas... ça doit être accessible à tout le monde, tu vois, mais faut que les gens prennent conscience que ça peut avoir des répercussions en fonction de ce que tu fais avec. Juste de responsabiliser en fait les gens. Ça va dépendre des gens qui utilisent certaines technologies, etc. Il y a des générations qui sont complètement dépassées. Les générations qui arrivent, là, elles vont être vraiment en plein dans... Elles sont déjà en plein dans la technologie. Nous aussi, on y est. Mais je pense qu'il faut pas freiner. Il faut juste que... c'est sûr qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et heureusement qu'on évolue aussi. Et il y a des découvertes qui sont incroyables en technologie. C'est ça, il ne faut pas freiner. Il faut juste une prise de conscience et un cadre, je pense, pour avancer. Ouais, je suis assez d'accord sur le fait de se responsabiliser. Tu vois, c'est assez intéressant parce que je sais que, par exemple, moi, il y a beaucoup de trucs où je vois sur les réseaux, ce robot-là, il a dit « je vais tous vous tuer » et tout. Tout le monde commence à flipper juste pour un extrait de TikTok d'un truc, tu vois. Je me dis « non, faut quand même aller plus loin, en fait,
que ça pour considérer une technologie comme dangereuse ou pas, etc. Mais il y a tellement de contenu aussi que tout le monde ne s'arrête pas forcément sur un ou tel ou tel sujet. Et du coup, on pousse pas forcément les choses plus loin. Je pense que là-dessus, le côté responsabilisation, pour moi, c'est un peu ingrat de le mettre sur la faute des gens, plus que sur les États, les organismes, les entreprises. Pour moi, c'est plus eux de leur côté, où en gros, tu crées le truc, bon, c'est discutable ou pas, mais de toute façon, personne ne peut freiner l'avancée technologique. Tu peux la retarder ou l'orienter, mais personne ne peut la freiner. Mais c'est plus le côté, l'outil il est à disposition, ok. Mais par contre, tu peux le réduire ou l'atténuer et ne pas juste dire bah tiens je te lance tout. Ouais. Puis par contre si tu utilises tout, bah c'est ta faute, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins éduqués, plus ou moins avertis, ou juste il y en a qui ont plus ou moins de moyens, ou quoi, tu vois, par exemple ChatGPT. Tu peux l'utiliser à l'école, dans tes études, puis après on va dire oh, pourquoi tu utilises ChatGPT à l'école ? Tu dis bah oui, mais à ce moment-là, lui, il pourrait être fait d'une certaine façon à ne pas répondre aux questions ou à des formulations si on te demande de reformuler des trucs pour un devoir, ou de faire ci ou de faire ça sur certaines thématiques. Genre, c'est pas de dire bah, c'est la faute de ChatGPT si les étudiants font juste du copier-coller. Tu dis bah non, et c'est pas la faute des étudiants non plus. Justement, c'est la faute des créateurs qui laissent l'outil en libre accès comme ça, tu vois, comme si tu as un buffet dans un restaurant, tout est gratuit, puis après tu reproches aux gens de trop manger. Et bah, si c'est à ce moment-là, il faut réduire le choix, je trouve. C'est des fois, comme tu dis, il y a des générations plus anciennes qui peuvent accéder à l'outil, mais sans avoir du contexte ou même savoir qu'est-ce qu'il y a d'immoral derrière, et juste ils vont l'utiliser tel quel, alors qu'en fait, si elles avaient conscience de toutes les choses qu'il y a derrière, peut-être qu'elles auraient même pas touché. Et puis après, je pense l'inconnu fait peur. Dans tout, l'inconnu fait peur. Donc c'est plus facile, entre guillemets, de voir le pire et de dire bah, on va pas y aller parce qu'on sait pas ce qui va se passer, ou c'est ça, on imagine le pire. Il n'y a pas le choix que d'avancer de toute façon. Comme je disais, il faut un cadre, mais il faut aussi que les gens prennent conscience que de toute façon ça va évoluer. On va pas rester comme aujourd'hui, dans 10 ans ça aura forcément évolué. Et la technologie en fera forcément partie. Black Mirror joue un peu sur les peurs des gens, et en plus ils prennent des trucs qui sont déjà, comme on disait, un peu ancrés dans la réalité là. Donc forcément ça fait un cocktail explosif là. Des fois il faut un peu du sensationnalisme aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Justement le côté cyberpunk, je pense qu'on vit quand même à l'aube de l'ère cyberpunk, parce qu'au-delà de l'esthétique très néon, mais qu'on retrouve quand même pas mal dans des villes asiatiques, mais au-delà de ça, il y a quand même des hackers de plus en plus nombreux. Il y a, comme tu disais tout à l'heure, avec les paraplégiques et leurs puces, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui réussissent, et ça c'est tant mieux, à avoir des implantations de membres robots, que ce soit des bras, des jambes, etc. Donc c'est sûr que là-dessus, on s'ancre encore plus là-dessus. La seule chose qui manque, ce serait le côté capacité hors norme, des choses qui pourraient t'améliorer en tant qu'être humain sur le plan physique. La série Cyberpunk, je crois, moi de ce qu'on a compris, c'est vraiment s'améliorer pour être le plus fort, quoi. Ce que j'ai compris, c'est vraiment la survie, donc il faut que je sois le plus fort. Faut que j'ai 15 000 armes sur moi, de là à ne plus être humain du tout. Donc ouais, clairement, ça va avec ce que tu disais du coup. Brouiller la frontière entre l'humain et la technologie. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est quand même à un moment assez charnière là-dessus pour ne pas aller trop loin. Comme je te disais, le côté membre, c'est surtout pour des personnes qui en ont vraiment besoin, jusqu'au moment où ça va être encore plus démocratisé, où là sera peut-être, est-ce qu'on pousse un peu plus pour même le rendre disponible à des gens qui en ont pas besoin, puis qui vont vouloir se faire remplacer leurs bras par des bras mécaniques, tu vois. Ouais, mais c'est ça, surtout pour tout ce qui est nouveaux membres, etc., robotisation, on en est qu'aux essais, en vrai, on va pas se mentir. Moi, le mec qui a eu l'implant Neuralink, c'est le premier au monde qui l'a eu, et il l'a eu il y a pas longtemps, tu vois. On en est vraiment encore loin, et c'est ça aussi qui fait que je pense qu'on a encore un détachement par rapport à ça. Pour moi personnellement, je pense que ça va arriver et ça va être ça, tu vois. C'est pas rassurant non plus, clairement. Les montagnes russes, cet épisode, au début tu commences pessimiste, après on me dit après on est optimiste, après non en fait, peut-être. C'est ça, c'est ça qui est bien, c'est que ça évolue justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça évolue. Ça questionne notre rapport entre l'humanité et la modernité. Notre acceptation aussi, surtout de la technologie au quotidien. Ouais. Ça plus avec le côté presque cyberpunk que Black Mirror, parce que c'est plus physique et tangible. Remise en question de qu'est-ce qui constitue vraiment un être humain. Comme tu dis, on peut pas freiner la technologie, mais est-ce que plus tard, je sais pas, dans 20 ans, est-ce que même si nous on est à moitié robot ou qu'on utilise des IA partout, ce genre de choses, est-ce que on peut dire qu'on resterait quand même humain, tu vois, même si on n'est plus humain comme on l'était avant
avec l'absence de technologie. On va peut-être se découvrir quelque chose, nous en tant qu'humains. Je pense pas qu'on va basculer dans on n'est que de l'IA. De toute façon, l'humain veut garder le contrôle. Et c'est ça, je pense que plus ça va aller, plus la limite va être compliquée. Et aussi suivant les moyens des gens. Ouais, en Parce fait, que ça sera pas accessible à tout le monde. C'est ça. Et comme dans toutes les séries télé, il y a toujours ce truc de... horrible, mais riches et pauvres. Plus riches pourront y avoir accès en premier, plus facilement. C'est ça, et donc ce sera toujours les mêmes qui en pâtiront. Très, très positif. Là-dessus, le réalisateur Neil Blomkamp, lui, c'est un peu cette spécialité qu'il a là dans ses films avec District 9, Elysium, Chappie, où c'est beaucoup, comme en plus il vient d'Afrique du Sud, donc t'as déjà le côté polarisé entre les riches et les pauvres. Et il a juste ajouté cette thématique robotique, on va dire, pour... montrer encore de manière plus flagrante, c'est déjà, en tout cas là-bas, présent la ségrégation entre les pauvres et les riches, mais qu'avec la technologie, c'est encore plus visuel, tu vois. Ouais, mais c'est ça, en fait, à chaque fois, dans tous les films, que ce soit post-apocalyptique ou n'importe, c'est toujours ça, en fait. Les riches s'en sortent bien, ils ont tout le confort, etc., et t'as toujours les pauvres qui sont à part, ils deviennent violents, etc., mais parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Tu sais, il y a un peu ce truc-là aussi où tu dis eux c'est les méchants, pas vraiment parce qu'ils essayent juste de s'en sortir, et ça, Elysium, etc., c'est clairement ça. Ça devient un peu le sauveur et tout, mais c'est clairement ça, tu sais, vivre dans des bidonvilles, de voler, de tuer, etc. Tu sais, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est les pauvres d'aujourd'hui, ils font en sorte de survivre en fait. C'est juste que je pense que c'est ça, au fur et à mesure, en fait, l'écart va se faire de plus en plus grand. Ça va être de plus en plus visible. Forcément. Mais après, c'est aussi parce que les gens qui réalisent et produisent les films, c'est aussi les gens riches. Donc, oui, c'est vrai. D'un côté, c'est vrai que ils peuvent un peu plus se donner la bonne place aussi, surtout s'ils sont américains. C'est les sauveurs. À l'avenir, est-ce que vous pensez qu'on se contentera tout le temps d'être en vacances et que les IA travailleront à notre place ? Je pense que l'humain aura toujours un rôle à jouer. La plupart des humains voudront quand même avoir un œil sur l'IA. Alors moi, tu me dis toute l'année tu seras en vacances et on travaillera pour toi. Je signe. On aura d'autres rôles en fait, qui pourront peut-être pas être faits par l'IA. L'IA fera ce qu'on faisait à notre place. Donc l'IA fera notre travail, puis nous on fera ses tâches de ménage. C'est un peu ça. Non mais c'est ça, on aura autre chose. J'imagine mal l'humain juste laisser l'IA faire. C'est soit ça, soit on finit comme dans Wall-E, on fait plus rien, et puis voilà. De toute façon, on le sent bien, il y a toujours cet aspect de pouvoir contrôler, etc. Et à partir du moment où je pense que c'est une invention de l'humain, on va toujours vouloir se sentir au-dessus et on va toujours vouloir avoir le contrôle sur les choses. Le bébé un peu des humains, c'est un peu les robots aussi, donc plus éduquer autour de ça que vouloir inverser les rôles entre guillemets à ce niveau-là. Donc. Comme tu le disais tout à l'heure que l'humain avait peur de l'inconnu, je pense que la plus grosse faiblesse de l'être humain, c'est de penser que tu as le contrôle sur les choses. Ouais. Ah oui, et je pense que c'est ça qui échappera justement malheureusement, c'est de penser que tu peux tout contrôler. Mais en fait, il y a plein de facteurs. Regarde, juste actuellement, même l'environnement, la terre, tu contrôles, mais en vrai, c'est plus l'inverse, plus elle qui te contrôle. Donc, tu vois, même la mort, on parlait avec des puces, mais aussi des implantations, des souvenirs, ou juste des créations de ton cerveau, des copies de ton cerveau dans d'autres corps, ou juste en numérique pour garder. Tout ce contrôle-là qu'on essaye d'être à la limite de genre maximiser le contrôle, je pense qu'à un moment donné, sur certains trucs, il va juste s'échapper et on l'aura plus. De toute façon, même si on repart sur le sujet des robots, on l'a déjà vu plusieurs fois où des humains ont été dépassés par les robots eux-mêmes en fait. L'inventeur il dit comment il a appris ça ou comment il fait ça, enfin où le truc en fait il évolue en fait constamment avec son environnement et en fait même l'humain il avait pas prévu ça de base, tu vois. Et du coup au final j'ai vu quelques exemples où au final le robot ils l'ont tout de suite restreint, tout de suite on dit non tiens on va te cadrer direct pour pouvoir garder cette notion de contrôle, même si on a bien vu que le robot lui-même a réussi à évoluer. Donc c'est plus illusoire qu'autre chose au final, cet aspect de contrôle. C'est pas entre nos mains. Ouais. Nos vraies mains. Pour l'instant. Like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir. Tu peux dès maintenant nous faire un très beau geste en mettant 5 étoiles sur la version de podcast. Et laisse-nous savoir si tu es confiant ou pas en l'humanité pour rester raisonnable dans son rapport à la technologie. Putain, toi aussi tu demandes 5 étoiles comme dans Black Mirror. Merde. J'y ai pensé. Après faut le donner. C'est vrai. En gros, est-il nécessaire de trop planifier son voyage en avance ? J'ai expérimenté les deux. Moi avant j'étais très dans la planification.
je regardais tout ce qu'il fallait voir dans une destination. Et je me disais, en fait, ce serait vraiment dommage de ne pas voir tout ce qu'il y a à voir. De louper ce truc-là qui pourrait être exceptionnel, etc. Là, mon dernier voyage, alors c'était un voyage organisé avec un petit groupe. Je me suis absolument pas renseignée sur le pays. J'avais juste un programme que j'ai à peine lu et je me suis dit, ok, je suis. Tu vois, vraiment, j'étais dans la découverte totale. Je ne connaissais quasiment rien et ça a été le meilleur voyage de ma vie. Ah ouais. Ouais, vraiment, tu vois. Après, parce que quelqu'un aussi avait organisé et donc je pouvais faire confiance et que juste de me dire, ok, je suis et je me laisse guider et je découvre. Ça a été la meilleure chose parce que j'avais pas ce truc de... Peut-être qu'après, je vais me dire « Ah bah tiens, il y avait ça qu'on aurait peut-être pu voir » ou ce genre de choses. Mais dans mes anciens voyages, c'est ça, tu veux tellement faire de choses que à un moment, tu te dis « Est-ce que vraiment j'en profite ?» À vouloir trop en voir et trop pousser le truc, il y avait très peu de temps où je pouvais me poser ou me dire « Bah tiens, je vais rester un peu plus de temps là. » ou... Moi, c'est un peu pareil. J'ai fait ce switch de voir contrôler un peu tout, avec l'aspect aussi familial aussi, qui veut aussi amener beaucoup d'activités, faire des choses pour les enfants, etc. Je me suis un peu détaché de ça avec un voyage, pareil, aux États-Unis. Un voyage avec l'école, du coup, pendant 10-15 jours. Et en fait, à l'école, ils ont fait un programme et tout. J'ai fait... Franchement, un programme, j'ai même pas envie de savoir, quoi. Moi, j'ai juste envie d'aller aux États-Unis, quoi, en fait. J'ai même pas envie de savoir ce qu'ils veulent faire. Vas-y, moi, j'y vais. Et en fait, je me laissais juste guider par ce qu'on faisait, les visites, etc., les rencontres qu'on pouvait faire. Enfin, je voulais pas savoir le programme, en fait. Je voulais juste profiter de mon moment et pas me dire, ouais, bah alors de telle heure à telle heure, on fait ça, après ça. Je voulais juste me dire, je profite du moment, ça dure le temps que ça dure et après, on enchaîne sur autre chose. Et voilà, ou pas, forcément, on peut aussi faire juste rien et juste se balader dans la ville. J'ai switché un peu à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est moins stressant même dans les vacances. Il y a aussi un contexte moins stressant, plus relaxant. Et juste tu profites du moment. Si tu profites d'une rencontre avec une personne pendant toute une soirée, bah vas-y, je reste avec elle toute la soirée et voilà. Donc ouais, moi je serais plus à pas vouloir planifier à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et quand tu parlais de ton expérience aussi, je pense que est-ce que ça a joué le fait que tu n'avais pas d'attente par rapport à ton voyage, dans le sens où t'as kiffé ton voyage, mais juste parce que tu t'es laissé guider, mais aussi parce que tu t'attendais à rien, donc t'étais forcément plus contente que... Ouais, c'est ça, parce qu'une fois que j'ai accepté ce voyage, je me suis dit, ok, je ne fais aucune recherche. Tu sais, je me suis vraiment, parce que forcément, t'as envie de te dire, ah, qu'est-ce que je vais voir et tout ça, et je me suis dit, non, en fait, tu sais, vraiment, je me suis forcée à pas aller regarder de reportages sur YouTube ou d'aller regarder quelles sont les villes où on va aller, quel va être le trajet et tout ça, tu vois. J'ai même pas regardé la carte. C'est exactement ça, c'est je veux pas me créer d'attente. Donc, entre guillemets, t'es sûr de pas être déçu. Et même, tu vois, des gens qui mettent sur les réseaux sociaux des trucs, j'ai été dans ce pays-là, je regardais même pas les photos et tout ça parce que je voulais me garder la surprise. Je suis partie dans ce truc-là en me disant, au moins je vais pas être déçue. De toute façon, je vais découvrir des choses, des paysages, de la bouffe, des gens et tout ça. Et je trouve qu'en fait, c'est hyper intéressant. Surtout aujourd'hui, avec, je trouve, les réseaux sociaux et tout ça, tu peux avoir accès à tellement de choses. Et donc, tu peux te faire vraiment des a priori. Et moi, je sais qu'il y a un endroit précis où le guide nous a dit « Ne vous attendez pas à voir ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que tout est retouché et c'est absolument pas ça. » Et je me suis dit, tu vois, d'un côté, heureusement que j'ai pas regardé parce que j'aurais peut-être pas vécu ce moment-là de la même façon. Je vois. Tu peux les voir sur les réseaux, une bonne chose ou pas, mais en vrai, des fois, il suffit qu'il n'y ait pas de soleil, il n'y ait pas la bonne lumière, il pleut, ou alors c'est fermé, ce qui fait que le lieu, tu peux même juste le voir, mais en fait, il va pas rendre pareil, au-delà de l'aspect retouche, tu vois. Ouais. Donc après, ton cerveau, ça peut lui faire un petit décalage aussi. Tu sais, si t'es au Machu Picchu, puis c'est quand même assez haut, si c'est full dans les nuages, t'es cool, tu y es, mais tu vois pas la vue, avec un peu la petite chaîne de montagne autour. Ouais. Sur le papier, tu es quand même un peu obligé de planifier ton voyage autour des prestats générales, genre logement, transport. Mais tu peux aussi choisir en fonction chaque jour de la météo, de tes envies, de la fatigue, des recos qu'on t'a donné sur place pour te garder une petite part de surprise en fonction de tes rencontres. En tout cas, moi, c'est un peu plus comme ça que j'aime bien faire, organiser le cadre général. Comme ça, au moins, je sais que quoi qu'il se passe, c'est ça qui est prévu dans un temps limité, mais qu'après à l'intérieur, c'est pas grave si tu fais une chose le matin, pas l'après-midi. Tu le décales à un autre jour parce que t'es fatigué, parce que t'as pas envie, ou parce que finalement c'est plus cher que ce que tu pensais, mais par contre tu vas faire un truc que tu vas préférer et qu'en fait était gratuit. Donc au moins là-dessus, je me laisse plus la place à l'improvisation, mais vraiment au cœur des journées.
Et le programme de chaque journée, hors excursion ou changement de transport. Je parle vraiment de voyage sur 2 semaines. C'est sûr que si tu pars 3 mois en sac à dos, là, tu as beaucoup plus de liberté. Et c'est ça, tu vas juste prendre... tu vas peut-être planifier tes premiers jours, prendre tes billets d'avion, mais tu as beaucoup plus de liberté. Mais même sur un voyage de 2 semaines, c'est sûr que tu préfères avoir ton point de chute et connaître à peu près ton itinéraire. Moi, avant, c'était un planning genre le matin on fait ça, l'après-midi on fait ça. Tu vois, c'était très très militaire. Tu te rends compte que pas d'improvisation possible. Ça nuit en fait à ton voyage parce que y a peut-être des moments où tu te dis on est claqué, on veut juste se poser dans un bar, rencontrer des gens, ou on va à telle place et on se pose et puis on reste 2 heures là. Enfin, je pense qu'il faut toujours un peu d'improvisation, même si il y a des gens qui sont hyper stressés et qui préfèrent planifier, avoir tous les hôtels et tout ça. Est-ce que je comprends, parce que sur place ça peut être compliqué, mais au moins dans la journée ou ce genre de choses, au moins de pouvoir te dire si tu veux prendre une journée off, tu prends une journée off, parce que ça reste ton voyage et tes vacances. Puis aussi, ça laisse moins la place aux aléas de la vie. Tu sais, si tu te fais mal, si t'es malade, tu perds ou on te vole tes affaires. Oui, non, ça c'est clair. Ça m'est jamais arrivé, mais alors... J'imagine que si on te vole ou que tu perds des affaires ou autre, t'as toujours une angoisse, parce que quand tu perds des affaires, surtout si c'est ton passeport, imaginons, t'as une angoisse en moins en te disant « faut que j'annule tel truc », faut toujours laisser un petit peu d'espace. Ouais, puis moi j'aime bien cet aspect improvisation aussi, comme vous disiez, c'est vrai que c'est intéressant, et puis mais j'aime pas trop me fier aux réseaux sociaux justement. Parce que assez déçu du coup par le passé pour tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux pour des monuments ou autres. J'avoue que l'aspect trop touristique, il y a trop de gens en même temps qui prennent la même photo, où tout le monde se pousse pour aller prendre une photo devant le truc. J'aime pas trop cet aspect-là, je suis plus dans la petite recherche du petit coin où il n'y a pas grand monde, où tu peux profiter de ton temps, faire un peu ce que tu veux, où le temps il est un peu entre parenthèses dans ce truc-là, etc. Je suis plus à la recherche de ce truc-là. Puis même ça me l'a fait aussi du coup aussi à Montréal, vraiment aucune... je suis arrivé en freestyle, genre vraiment... je connaissais personne, et je suis arrivé tout seul, je connaissais personne. Mon appart, je l'ai trouvé 15 jours avant. J'ai rien programmé. Le quartier, je le connaissais même pas. En fait, je me suis dit, le meilleur truc pour découvrir, c'est pas forcément d'aller faire des gros trucs connus, etc. C'est juste de me balader dans la ville, dans mon quartier, connaître mon quartier, connaître les gens. Au bout de 2 jours, je me suis retrouvé dans un magasin, taper à discuter avec un mec pendant 3 heures. Alors qu'en France, tu fais pas ça. En France, vraiment, tu fais jamais ça. Et c'est le gérant du magasin, je l'ai appris après, et au final, il m'a dit, on fait une fête la semaine prochaine, tu veux venir ? Je dis, vas-y. Et voilà, que de l'impro, et franchement, c'est tellement bien. Moi, je préfère tellement plus ce truc-là où tu profites de l'instant avec une personne ou autre, que faire un truc programmé, ou un programme touristique ou autre, tu vois. Je préfère beaucoup plus l'impro que ça, quoi. Moi, je trouve juste les quelques facteurs qui aident à décider de le planifier. C'est plus le temps que tu as sur place et la période à laquelle tu voyages, pour juste aider à cadrer et savoir à quel point là tu vas un peu plus planifier, là tu vas un peu moins le faire aussi. Parce que comme tu disais, si tu restes que 2 semaines en voyage, quand c'est juste des vacances entre ton travail, c'est différent que si par 3 mois en sac à dos, comme tu le disais aussi. Ce ne sera pas les mêmes implications derrière. Non, c'est clair. Ouais, c'est comme les voyages scolaires, t'as toujours un temps où t'as des visites, et après ils te laissent l'après-midi, t'as un quartier libre, tu vois ce que c'est là où c'est toujours le meilleur moment. C'est clairement ça, tu fais ce que tu veux. Parce que tu vas te balader, tu vas aller dans un bâtiment, tu dis il est beau d'extérieur, puis à l'intérieur ce sera incroyable, il y aura quelqu'un que t'aurais pas pensé, à qui tu vas parler. Donc, toujours, c'est ça. Quand tu fais un voyage en itinérance aussi, c'est plus agréable de réserver, alors que quand tu le fais en étoile, ça dérange moins de le faire au fur et à mesure parce que tu vas rester dans le même logement ou la même ville, ce qui fait que après tu vas faire le reste, mais tu peux le faire en fonction des recos qu'on va te donner sur place, des rencontres, alors que en itinérance, tu bouges vraiment à droite, à gauche. Si tu dois le faire vraiment en 2 semaines, ça peut être plus compliqué de le faire au fur et à mesure. Puis il y a aussi le fait qu'on est quand même aussi de plus en plus nombreux sur la planète et que dans certains lieux, si tu réserves pas à l'avance, malheureusement, il y a des gens qui vont pas attendre que tu le fasses pour le faire pour eux-mêmes. Donc en fait, si tu vas être sûr de voir certaines choses, tu vas quand même devoir t'obliger à checker des choses pour pouvoir réussir à le faire. Donc après, il y a des choses pour lesquelles ça peut valoir le coup, genre juste des logements. Après, certaines activités ou monuments, comme tu disais tout à l'heure, à toi de voir un peu à quel point tu te dis, dans cette destination, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y en a pas une en précision qui m'intéresse plus que les autres, donc je verrai sur place. Ou alors, là, c'est sympa dans cette zone, mais en soi, il n'y en a pas tant, donc celui-là, je veux vraiment le voir, donc je vais le réserver.
Mais t'as toujours des contraintes quand même. Quand c'est, comme tu dis, des choses à réserver, par exemple, on revient au Machu Picchu, tu sais que de toute façon, tout est réservé plusieurs semaines, voire mois à l'avance, rien que le train pour y aller, etc. Tu sais que y a un moment où il va quand même falloir que tu réserves ta journée et que tu fasses ton programme là. Après, ça dépend aussi de ce que les gens aiment. Si t'aimes vraiment les lieux hyper touristiques, etc., où tu vas avoir beaucoup de monde, enfin que ça te dérange pas en tout cas, tant mieux. Réserve tout et au moins t'es sûr, tu vas voir tout ce que t'as envie. Là, moi, je sais que dans mon voyage, c'était au Pérou, donc tout le début du voyage, c'était... on allait dans des lieux touristiques, mais on y allait tôt, voire très tôt. Donc on était souvent seuls sur le site ou vraiment on était dans les premiers. Arrivé au Machu Picchu, c'était la première fois qu'on voyait autant de monde et on était paumés. Enfin, c'est limite l'angoisse de voir autant de monde et de se dire ah ouais, en fait on est vraiment dans un lieu touristique. Ton envie de voyage et ta manière de voyager évolue aussi. Tu grandis, tu vieillis, plus tu prends confiance en toi, et tu peux voyager un peu plus seul, tu peux faire des choses que tu n'aurais peut-être pas faites avant, d'aller te perdre dans des coins sur recommandation du mec de la veille, tu vois. Moins de contraintes là-dessus. Ouais, c'est ça, je pense qu'on se met moins de contraintes et c'est normal. Et moi, c'est ça, c'était mes premiers voyages où je me disais non, il faut absolument que ce soit cadré, tu vois. En fait, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Donc, je trouve que c'est rassurant, en fait, le fait de tout réserver et d'avoir un cadre. Et je sais où je vais, je sais ce que je vais faire et ça peut être, ça a vraiment un côté rassurant. Mais comme on dit, l'inconnu fait peur. Puis je trouve que ça dépend aussi de la disponibilité du transport sur place. Si tu es libre de le faire en voiture, tu sais, des fois il y a certains pays, tu peux le faire aussi en scooter, mobilette, vélo si tu les loues. Ou alors si tu es quand même dépendant d'un bus, d'une navette, du train. Si c'est vraiment un pays qui a des grandes distances et où c'est moins, on va dire, facile de se déplacer qu'en Occident, comme tu disais tout à l'heure avec ton expérience, même si c'était avec l'école, mais tu sais, tu peux te dire, tu peux prendre un bus, tu peux prendre un train, ce genre de choses. Ouais. Alors que dans certains pays, comme c'est moins développé, si tu le prévois pas un peu à l'avance, tu peux vite te retrouver coincé aussi. Ouais. Oui, c'est sûr que ça dépend aussi du type de pays. C'est sûr qu'entre les États-Unis et l'Inde, c'est clair que ton voyage va absolument pas être le même et donc tu vas vouloir te sécuriser aussi un minimum. Non mais ouais, j'ai vu aussi pas mal de différences selon les pays. Si tu veux réserver par exemple une activité ou autre, tu peux venir à partir d'une telle heure ou juste ils te disent tu peux réserver un créneau horaire. Et ça je trouve ça vraiment terrible parce que en une demi-heure, je profite pas du moment en fait. Je profite pas du musée, du château, profite pas. En une demi-heure c'est trop, ça va trop vite en fait. J'aime bien juste pas avoir de guide, je fais mon tour moi-même. Et je découvre le truc qui m'intéresse, plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de différences selon les pays, entre guillemets, où t'as des pays où c'est vas-y, paye ton entrée et tu viens quand tu veux. Et d'autres, c'est beaucoup plus timé. La flexibilité fait que c'est pas forcément moi ce que je préfère. Après, comme tu disais, il y a forcément d'autres personnes qui préfèrent aussi. Et je peux le comprendre, hein, clairement, c'est tout à fait normal. J'arrive pas à profiter du moment s'il y a un chronomètre en fait, c'est ça le truc. Si t'as une pression au-dessus de toi. Ouais, c'est ça, ou genre t'as une demi-heure pour faire tout le tour du truc et après tu reviens plus quoi. Tu sais, quand t'as un tampon, tu sors mais tu peux plus revenir. Tu vois, ça change pas grand chose, tu vois. Si on fait 2 minutes de plus, 5 minutes, c'est pas comme ça. Les contraintes. C'est ça. Puis après, ça peut aussi ne pas t'empêcher de t'informer sur les détails du pays, ne serait-ce que juste les choses type monnaie, vaccin, etc. Là-dessus, ça peut rentrer dans la planification, mais sans rentrer dans le côté contrainte, comme on disait, où vraiment tu sens que ça te pèse sur toi, tu vois, par rapport à ton expérience sur place. Ça, c'est plus de la recherche pour ne pas être surpris, puis ne pas être justement dans une expérience qui peut être désagréable parce qu'en fait, t'as pas regardé que personne ne fait de carte de crédit sur place, que c'est que en cash et que t'as pas changé ta monnaie. Je pense qu'en planifiant ces choses-là, c'est vraiment entre guillemets le minimum parce que c'est juste des contraintes, on va dire, administratives et ça te retire une pression en fait par l'aventure. Ok, c'est freestyle et puis tu vois sur place, mais c'est ça, tu peux avoir des mauvaises surprises. Donc juste ça, effectivement, d'avoir les renseignements généraux sur le pays ou sur ta destination, je pense que ça reste quand même une base. Ouais, clairement, je vois bien cet aspect logistique. J'avais un autre voyage scolaire où j'ai pas pu aller à l'IUT. Alors, je sais plus exactement, en Amérique du Sud. Je pourrais pas vous dire exactement le pays, je sais plus exactement, mais en gros, du coup, tout mon groupe de classe part et t'en as la moitié qui ont fait le vaccin contre le paludisme.
Bah, du coup, l'autre moitié, ils sont revenus. Le premier souvenir, c'était ça. On aurait dû le faire, parce qu'ils sont tous revenus à moitié malades, ou ils étaient déjà malades sur place, ou voilà. Et du coup, c'est vrai que le voyage, le premier truc qu'ils disaient du voyage, c'était ça en fait. Et j'étais, du coup, t'as pas profité, tu profites pas, c'est ton premier souvenir, c'est ça en fait, c'est fou quoi. Enfin, genre, moi je trouve que c'est une organisation, même pour un minimum. Oui, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est vrai que du coup, ça m'avait choqué. Je me dis, mais attends, ton premier souvenir, c'est vraiment. J'étais malade et le paludisme, voilà, tu l'as chopé quoi. J'étais, waouh. Puis ça peut ne pas être accessible à tout le monde aussi en termes de compétences d'organisation, tu vois. C'est vrai. Des fois, c'est c'est ok vrai. de faire appel à une agence de voyage ou alors à des proches que tu connais qui savent bien organiser. Genre, c'est pas pour tout le monde évident que t'aies l'argent ou pas. Ouais, mais en fait c'est ça aussi, c'est que je trouve que maintenant on prône beaucoup le voyage sac à dos et tout ça, ce qui est vraiment génial. Le tout c'est de pas faire culpabiliser les gens qui justement prennent des agences de voyage, différentes agences, tu pars en tout petit groupe ou tu pars à 40. Il n'y a pas une bonne façon de voyager de toute façon. Je connais des personnes d'une 60aine d'années, ils sont jamais partis tout seuls, ils ont toujours fait des voyages organisés. Et c'est très bien comme ça, c'est beaucoup plus accessible pour eux. Oui, ça va avec aussi l'aspect maturité que tu disais, la confiance en soi aussi. Puis la meilleure façon de voyager, après, c'est la tienne. Tu vois. Comme on parlait tout à l'heure avec les albums classiques, même si c'est sûr que ça peut faire un peu cliché, mais tu peux un peu te servir d'influence ou de façon de faire d'autres personnes pour peut-être faire évoluer ta façon de faire. Mais en soi, c'est toi qui vis les choses, c'est toi qui les payes, tu fais comme tu veux. Et alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un pour aider à la planification ou aider à lâcher du lest et apprendre à se laisser surprendre, justement? Je sais que vraiment mon déclencheur, ça a été de rencontrer un organisateur de voyage qui fait ça en petits groupes. Et je me suis dit, et vraiment c'est un truc que j'avais mais alors jamais fait de ma vie. Et il m'a dit, voilà, c'était genre clé en main, on a passé 1 heure au téléphone, quelles sont tes attentes et tout ça. Et genre je me suis dit, ok vas-y, lance-toi. Tu sais, encore on parle de la peur de l'inconnu là. Moi, c'était clairement ça. Je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Je vais payer quand même un certain montant. Je pars dans un pays que je connais pas, avec des gens que je ne connais pas. Et en fait, ça a été le meilleur voyage que j'ai fait. C'est un peu dépasser ses peurs. Puis, ça reste encadré. Facilité, c'était de me dire, j'avais rien de prévu. Donc, je me suis dit, ok, ça me tente, j'y vais. Je pense qu'il y a des étapes à faire. Avant de partir comme ça à l'aventure, d'y aller peut-être de faire un week-end ou 3-4 jours, puis après d'y aller vraiment étape par étape avant de faire un gros voyage dans un pays que tu connais pas spécialement, et même juste psychologiquement pour que tu t'habitues. Donc s'essayer à ça, mais à plus petite échelle, dans des villes que tu connaîtrais pas, par exemple. Moi, je dirais, en vrai, le premier truc, c'est un peu, ça va revenir avec ce que je disais sur le vaccin du paludisme, etc., mais juste les normes gouvernementales, c'est, je pense, le premier truc à regarder. C'est le truc où il y a le plus de renseignements et t'as pas après besoin forcément de planifier. Une fois que c'est fait, et puis t'es tranquille. Je pense que c'est vraiment le truc où tu t'enlèves un truc de la tête et après tu peux profiter de ton voyage tant que tout est fait, c'est bien. Petit conseil, ça serait, en vrai, t'as ton téléphone, tu regardes les réseaux, je sais qu'il y a un nombre de vidéos pas possibles qui disent avec tel budget tu peux partir là pour pas beaucoup. Il y a des mecs qui te proposent des endroits, des parcours, si tu pourrais faire les plus de parcours, etc. Ils te proposent des endroits selon les tarifs. Ils disent avec pas beaucoup tu peux faire ça. Pas autant se servir des réseaux pour ce genre de choses. C'est un truc où voilà, tu peux apprendre, les mecs ou les meufs sont là pour nous apprendre des choses. S'en servir des réseaux sociaux pour une bonne raison, et pour cette raison-là, je pense que c'est cool, quoi. T'apprends des choses et tu peux après toi-même les vivre, donc c'est cool. Je dirais essayer plusieurs modes de voyage, justement le côté très organisé en groupe de, comme tu disais, 4 à peut-être 15-20 personnes. Essayer de planifier par toi-même et essayer de juste, tu prends ton avion, ton logement sur place, comme tu disais tout à l'heure, et après tu vois. Après que tu choisis où tu as envie de le faire, c'est juste le faire dans une ville à 50 km ou alors de le faire dans un pays à 3000 km, mais au moins juste essayer les différents modes de voyage, et comme ça au moins tu vois qu'est-ce qui te correspond. Tout le monde a des besoins différents, donc au moins ça te permet de connaître les choses sans avoir trop d'a priori. C'est seulement et déjà la 6e émission d'Avis de Personne, alors va nous follow sur Insta, avisdepersonne.podcast pour toutes les émissions à venir. Donc avant de conclure, on va passer à la petite reco de fin d'émission. Qui d'entre vous veut commencer en premier ?
Comme tu veux. Vas-y, commence. Je vais juste parler d'un mec que j'ai pu rencontrer sur les réseaux et que j'ai pu aller voir ensuite après, qui est dans l'univers du coup vidéo, réalisateur, etc. Mais du coup qui fait ça du coup de manière indépendante. Sur Instagram, il s'appelle Jeune Flingue. Il a fait un premier court-métrage documentaire, plus un documentaire sur la culture hip-hop. C'est lui qui l'a fait, qui est allé rencontrer les gens, c'est des potes à lui, etc. Il est parti suivre leur quotidien pendant plusieurs mois pour voir juste comment ça se passe, la vie au sein d'un groupe de hip-hop, comment ils dansent, voilà, les différents styles de danse, le crump, etc. En préparant sur la culture du skate aussi, donc vu que c'est un truc que j'aime bien, etc., je me suis dit pourquoi pas le mettre en avant, et bah, il est chaud, et je l'ai pu aller rencontrer et voir une de ses projections de docu, donc un petit salut quoi, tout simplement. Ouais, carrément. Voilà. Et c'est sorti quand, tu as dit, son premier documentaire sur Son le hip-hop? premier documentaire, il est sorti peut-être un an et quelques, avant que j'arrive ici, il y a 1 an et demi, 2 ans, tout comme Donc ça. c'est récent. Ouais, c'est ça, c'est récent. Il l'a diffusé dans les cinémas de sa ville, du coup c'est comme impactant, c'est cool. Même la ville, du coup, valide entre guillemets le projet, donc c'est vachement intéressant. Et il donne la chance aux jeunes, du coup, de leur propre quartier de faire des choses et de diffuser de la culture et tout, donc c'est cool. Parfait. En fait, ça fait juste la personne que je suis maintenant. Sans le break, j'aurais pas été la même personne, tu vois. En tout cas, c'est ça. C'est la danse, il faut être entier. Et exprimer tout ce que t'as sur le cœur, tu vois. On en a beaucoup parlé, mais je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas, c'est Interstellar. Mais alors, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et il y a aussi un deuxième long métrage des Daft qui s'appelle Electroma. Très perché, mais ça revient vraiment à ce qu'on disait avec Black Mirror. Là, c'est l'inverse, c'est des robots qui veulent devenir humains. Okay. Donc je trouvais ça intéressant, le contraste en fait. Je sais pas si vous connaissez Sur le front, c'est une émission, en fait, des documentaires qui sont faits par Hugo Clément en France sur l'environnement en règle générale, et en fait il va vraiment creuser la question sur, en termes d'environnement, sur le recyclage ou ce genre de choses. Et à la fin, ce qui est bien, c'est qu'il te donne un peu d'espoir. Et c'est ça que j'aime bien. Sur l'environnement qui est au cœur de beaucoup de conversations en ce moment. Donc. Des Daft Punk, c'est sur YouTube, j'imagine? Je pense que les deux sont sur YouTube. Ok. Ouais. Et sur le front d'Hugo Clément, c'est sur YouTube aussi? Ouais, sur YouTube, on peut tout retrouver, ouais. Ok, parfait. Moi, c'était le partage d'une chaîne YouTube, donc d'un gars qui s'appelle Augustin, mais sa chaîne s'appelle The Great Review. C'est un gars qui fait que des vidéos de jeux vidéo, mais sous l'axe du storytelling. Bon, il est très connu maintenant. Au début, il en faisait des vidéos plus courtes par rapport à ça, mais il fait aussi des vidéos de 2 heures, 2 heures et demie, par exemple. Il y en a une qui est l'une de ses plus marquantes et par laquelle j'ai vraiment apprécier encore plus son travail. C'était sur un jeu qui s'appelle Outer Wilds. Il te présente le jeu, il te l'introduit vraiment, mais c'est vraiment accessible à tout le monde, que tu kiffes le jeu vidéo ou pas, que tu connaisses le jeu dont il va parler ou pas. Et la manière dont il en parle, il marie bien le montage avec sa voix off aussi, plus des instants juste de musique avec les images qui sont bien montées pour t'embarquer là-dedans dans cette histoire qu'il va te raconter, que ce soit donc là avec le jeu ou en gros à Outer Wilds, il te fait vraiment un peu comme si lui il jouait au jeu en t'expliquant les choses, mais presque comme un film, que comme une vidéo qu'il avait fait sur l'histoire de Call of Duty par exemple, où il t'expliquait certains éléments, mais pas en mode documentaire, je dirais, ce serait plus comme scénarisé justement, comme il a sa voix off, et il y a certains moments où il va te montrer certaines choses, plus que de dire c'est un documentaire, voici la fiche Wikipédia de l'histoire de Call of Duty, tu vois. C'est bien plus dynamique que ça. Il en a fait une sur un jeu qui s'appelle Sea of Thieves aussi, qui est très intéressant. Donc c'est ça, c'est vraiment cette manière de faire storytelling scénarisé et en même temps assez intéressant, et c'est vraiment accessible à tout le monde, que tu les connaisses ou pas. Le bateau est le meilleur créateur de potes. William, j'adore Sea of Thieves. Grand merci pour le temps passé avec Charlène et Tom, et puis la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette 6e émission. On a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets, et on se voit très bientôt pour une 7e émission David Personne. Et surtout, n'oublie pas que Évasion on s'en fout. Allez, ciao!